On te dira si c'est assez fort ou pas. Bonsoir. L'Université populaire, je la présente très rapidement, une association, pour ceux, parce qu'il y en a certains qui ne sont jamais venus, je pense, une association loi de 1901, animée par des bénévoles, une association où tout le monde est bénévole, et les intervenants également, une logique de travail en partenariat, par exemple avec le pôle universitaire, une logique de nomadisme, on n'est pas toujours au même endroit, on va dans les CSC, dans les communes périphériques autour de Niort, et puis on aborde les thèmes les plus variés, une logique de transmission et de partage des savoirs, c'est-à-dire qu'on essaye de privilégier dans la mesure du possible l'échange, c'est-à-dire que dans l'intervention de ce soir, il y aura des moments où vous pourrez poser des questions et on espère que vous en aurez beaucoup. Alors soit poser des questions, soit donner votre propre expérience ou vos propres interrogations, enfin bref. La prochaine soirée, alors la soirée de ce soir et la prochaine soirée constituent un cycle, c'est-à-dire on avait décidé d'aborder la question des déchets ménagers et on a prévu de faire ça en deux moments. Le deuxième moment, donc ce soir c'est le premier moment avec Thomas Rogo, on est ce soir plutôt sur une logique de conférence et d'apport de connaissances. Et la deuxième soirée, le deuxième moment de ce cycle aura lieu dans 15 jours, le 22, à ce même endroit, à cette même heure. Et là, on sera dans une logique d'intervention des acteurs du domaine du déchet, des déchets ménagers. Et donc, cette deuxième soirée se passera ce soir plutôt sous forme de conférence, même s'il y a de l'échange, et dans 15 jours plutôt sous forme de table ronde, avec des acteurs qui sont directement les mains dans les déchets ménagers, si je peux dire ça comme ça, avec des gens de la communauté d'agglomération de Niort qui travaillent sur la collecte et le traitement, avec quelqu'un de l'association Zéro Déchet qui est plutôt en amont et qui travaille sur la sensibilisation à la production ou à la non-production, et puis avec une quatrième personne qui travaille aussi dans une collectivité mais qui s'intéresse à nos comportements socialement par rapport aux déchets et par rapport nos manières de faire et aux manières de faire des collectivités. Donc voilà, ça ce sera dans 15 jours. Ce soir, nous, ce qu'on a demandé à Thomas, alors Thomas, il avait peur parce qu'il ne connaissait pas très bien les lieux. En fait, Thomas Rogaume, il est enseignant ici au pôle universitaire de Niort, donc il connaît parfaitement les lieux. Et alors, je ne sais pas s'il intervient encore dans ce domaine, puisqu'il est enseignant ici, tu vas nous le dire. Voilà, mais par contre, je sais que tu le faisais avant, donc c'est un petit peu pour ça qu'on est venu vers toi. Et ça, c'est des cours que tu continues à donner aux élèves ici. Ouais. Hein, voilà. Peut-être tu nous le repréciseras juste avant de démarrer. Moi, je ne vais pas parler beaucoup plus à ce moment-là, je vais te laisser la parole, sachant que là, on est vraiment sur comprendre l'histoire des déchets, la réglementation, et puis comment ça se passe pour de vrai. Voilà. Je te laisse enchaîner, te présenter et démarrer là-dessus. Ça marche, merci Philippe. Bonsoir à vous toutes et tous. Vous me dites s'il y a besoin d'un micro, je ne suis pas fan, donc si je peux m'en passer, ça va être très bien. Merci Philippe de l'invitation, merci à l'Université populaire du Niortais de l'invitation, et puis merci de votre présence. Le but du jeu, c'est de vous embêter un petit peu pendant une heure et demie, on va voir. C'est que ce soit dynamique, donc n'hésitez pas à me couper, à prendre la parole et puis à ce qu'on échange. Et ce qui m'a amené à être présent ce soir, c'est qu'en fait, donc moi je suis enseignant-chercheur à l'Université de Poitiers. Et j'ai baigné dans les déchets assez tôt, puisque j'ai fait ma thèse sur la gestion des déchets. Suite à ça, j'ai eu un poste d'enseignant-chercheur, toujours sur la gestion des déchets, qui m'a amené à travailler sur pas mal d'expertises, donc à enseigner la gestion des déchets depuis 1998. Je vous assure, j'ai fait bouger mes calques un peu, parce que la réglementation a évolué, on verra ça rapidement. Et puis à travailler pour pas mal de collectivités territoriales, à travailler pour des territoires, à faire des expertises,
en France et à l'étranger, pour voir un petit peu ce qui s'y passait. Et donc je continue à intervenir ici à l'IRIAF, notamment sur cette partie gestion des déchets en deuxième année de master, dans un cadre plus global sur le management environnemental. Alors ce soir c'est un petit peu particulier, je vais essayer de ne pas être trop embêtant, mais on va, pour moi, c'est donner un petit peu un socle qui vous permet d'avoir des connaissances de base qui me semblent essentielles. La plupart, vous êtes déjà bien sensibilisés à ce que c'est le déchet, la gestion des déchets. Ça fait partie de notre quotidien et notre conscience environnementale, on verra un petit peu tout à l'heure, a largement progressé. Mais si vous donnez vraiment des points qui me semblent clés pour être capable d'aborder le débat dans 15 jours. C'est un petit peu la mission qui m'a été confiée. Du coup, on va passer en 4 temps. Un pour présenter le déchet, avec une partie un petit peu historique, parce que là aussi on peut s'amuser autour de la perception que l'on a du déchet. Les enjeux, avec les problématiques forcément environnementales et sanitaires. On a encore, il n'y a pas très longtemps, des images de ce qui s'est passé à Marseille sur la collecte. Et puis ce qu'on a dans les déchets. Et c'est assez intéressant de voir ce que l'on a dans les déchets, de passer devant la pompe et de regarder le prix des carburants qui monte en flèche. Et puis de voir ce qu'on en fait actuellement, parce qu'on pourrait faire beaucoup plus que ce que l'on fait. Et dans les déchets, on a beaucoup de matières qui sont intéressantes, et puis on a de l'énergie. Je vais commencer déjà à embêter autour de l'incinération, je sais que ça peut froisser. Ensuite, on va aller rapidement sur la réglementation. C'est une partie qui est très importante. Philippe m'a freiné un petit peu, parce qu'on aurait pu passer du temps sur cette partie réglementaire qui cadre énormément la gestion des déchets, et puis rapidement sur les acteurs. Ensuite, un petit mot sur la gestion des déchets avec la collecte. Alors l'idée, c'est pas que je vous présente la poubelle de roue, la 4 roues avec un couvercle, sans couvercle, jaune, vert, rouge. D'accord. C'est peut-être vous dire que quand même, heureusement qu'il y a enfin une harmonisation du tri qui fait que je sois à Niort, à la crèche, à Poitiers ou à Tourcoing, maintenant je sais ce que je dois mettre dans la poubelle jaune, alors qu'avant je ne savais pas, parce qu'en fonction du territoire c'était différent, et on ne me l'avait pas expliqué, et donc je ne savais pas faire le tri. Et parfois on mettait même une belle étiquette refus de tri parce que non conforme. Bon, du coup je vais arrêter de le faire. Vous allez voir, je suis assez provocateur, donc n'hésitez pas à me rentrer dedans aussi, hein, ça fait partie du jeu. Donc la collecte, on va plutôt s'interroger sur quels sont les enjeux par rapport à la collecte et comment est-ce qu'on structure une collecte. Et puis très rapidement sur les principaux traitements. Donc on va voir le compostage, la méthanisation, l'incinération. Je vais vous faire sourire avec ce qu'on appelle, j'ai perdu le terme, la thermolyse, la pyrolyse, le recyclage très rapidement. Et puis un dernier volet sur ce qui nous intéresse à la fin du mois ou de manière régulière, c'est quand on reçoit la facture, donc le coût à travers la redevance ou la taxe sur l'enlèvement sur les ordures ménagères. Ok. Et ça marche pas, parce qu'il n'y a plus de piles dans ma boîte. Donc ça fera des déchets à générer. Allez, on va attaquer sur cette partie un petit peu historique et la problématique. En fait, vous pouvez essayer, hein, des fois j'ai dit ça à mes élèves, il y en a qui m'ont dit « Monsieur, on a essayé, vous avez raison ». Vous allez devant un supermarché, vous interrogez les gens et vous leur dites est-ce que la gestion des déchets ou est-ce que les déchets c'est quelque chose qui est récent, qui est venu avec le développement industriel, qui est venu avec le développement de la société, ou c'est quelque chose qui a toujours existé. Et la plupart des gens vont vous dire bah non, c'est vraiment le développement industriel, c'est vraiment le développement des centres commerciaux, etc. qui fait qu'on génère des déchets. Et pourtant le déchet il est inéluctable. Tout cycle de vie génère un déchet. Nous-mêmes, hein, êtres humains, on génère un déchet. Alors excusez-moi, là encore c'est mon côté provocateur, on a nos excréments et puis à la fin, s'il y a des gens qui sont croyants, je vais les froisser un petit peu, mais le corps reste entre guillemets un déchet. D'accord ? Et ça, on a ça pour tout ce qui est produit. Hein. Un produit en fait c'est quoi ? C'est de la matière première. Cette matière première en fait, je vais l'extraire, l'extraction elle-même va générer un déchet. Cette matière première, je vais peut-être la traiter, je vais la transporter, le transport il peut générer un déchet, et puis je vais avoir une phase de transformation, c'est l'usine hein, dans laquelle je vais faire un certain nombre de process, ce process il va générer un déchet, et puis à la fin j'ai mon produit fini, mon produit fini lui-même dans son cycle de vie, il peut produire un déchet, c'est le cas de ma télécommande qui n'a plus de pile, c'est le cas de ma voiture où je vais changer les essuie-glaces, changer ma batterie, changer l'usager, etc.
Et puis, il y a un moment, mon produit fini, il est en fin d'usage. D'accord? Et à ce moment-là, lui-même, il devient un déchet. Et donc, le déchet, il est... ouais, j'ai retrouvé mes piles. Il est strictement inéluctable. Il a toujours existé. Tout cycle de vie, naturel, etc., va générer un déchet. Par contre, il y a un côté qui est assez intéressant. C'est que tout ça, là, ça m'intéresse, mais le déchet, c'est à partir du moment où il y a la fin de vie. D'accord? Mes piles, là, j'y tiens, parce que pour l'instant, c'est elles qui me permettent d'avoir ma télécommande, et j'ai l'habitude de faire court avec une télécommande, et donc dans la conférence, je vais pas mal l'utiliser. Par contre, les piles, à partir du moment où elles sont foutues, elles n'ont plus de valeur pour moi. D'accord? Et donc, le déchet, d'un côté, c'est un produit qui a de la valeur que je vais utiliser, et d'un seul coup, c'est la fin de vie, et ça n'a plus de valeur, c'est le côté péjoratif avec je m'en débarrasse. Ok? Et d'ailleurs, si on regarde la définition du déchet qui a été donnée en 1975, on voit que c'était cette notion un petit peu de je me débarrasse, plutôt que de prendre conscience que c'était quelque chose dont je pouvais faire quelque chose. D'accord? Toujours cette notion de matière et cette notion d'énergie. J'ai reperdu ma télécommande. Alors, c'est mon PC qui veut faire une mise à jour. Voilà. C'est quoi qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que quand je suis allé devant le supermarché, que j'ai interrogé des gens, ils m'ont dit non, le déchet, il est plutôt venu avec le développement de l'ère industrielle, etc. Ben d'abord, c'est l'urbanisation, c'est la concentration. D'accord? Si on remonte dans l'histoire, l'homme préhistorique lui-même, il générait des déchets. Ok? Il allait, il coupait une branche, il y avait de la sueur, c'est un déchet. La branche, il allait la tailler pour en faire un outil, il y avait des résidus de taille. Il faisait pareil avec la pierre. Il tuait un animal, l'animal, il allait couper la peau, il y avait des résidus de peau dont il ne voulait pas. Il faisait son vêtement, et à un moment, le vêtement, il était usagé, ça retournait dans la nature. D'accord? Par contre, s'ils étaient 5000 hommes préhistoriques dans la grotte, ça aurait fait un gros tas de déchets quand même devant. D'accord? Donc c'est cette notion d'urbanisation qui a énormément changé avec le principe de concentration des déchets. Le principe d'intensification des activités industrielles, où on a produit plus de déchets, et puis surtout ce qui est apparu, c'est les nouveaux produits. On était avant sur des produits qui étaient biodégradables, qui venaient de la nature, qui retournaient dans la nature, ce qu'on appelle biocompatibles, et on a développé tout un tas de produits qui, eux, ne retournent pas dans la nature comme ça, et qui, eux, au contraire, vont avoir un impact, vont avoir un cycle de destruction qui peut être très long, ou peuvent être dangereux pour l'homme ou pour l'environnement. Et c'est ces nouveaux produits qui vont nous poser souci. Donc on a un problème qui est lié à l'accroissement de la quantité, et on voit bien, si vous regardez un pays, dans son développement économique, la quantité de déchets qu'il produit. Vous faites exactement la même chose. Vous donnez à un spécialiste, vous lui donnez une cartographie des déchets qui sont produits, il vous dit quel est le développement économique du pays. Où est-ce qu'il en est de son développement économique. Donc c'est l'accroissement de la masse, c'est la diversification, c'est la concentration, et c'est l'apparition de déchets qui ne sont plus biodégradables, qui ne retournent plus dans l'environnement, voire qui ont un impact sur l'environnement. C'est donc une problématique d'impact sur l'environnement et une problématique sanitaire. Et à ce moment-là, ce qui régule la gestion des déchets, c'est ça, gravité, proximité. La gestion des déchets, c'est aussi simple, c'est gravité, proximité. Dans la salle, alors je ne sais pas où c'est, là-bas, ça bloque la porte, vous avez le sac noir. Ok? Le sac noir, on est tous passés à côté, voire à la limite, je vais mettre la main dedans. D'accord? Proximité, je suis à 100%. Pourquoi est-ce que je le fais? Parce que dedans, c'est un gobelet, parce que dedans, c'est une feuille en papier, dedans, c'est une cartouche d'encre. Dangerosité très faible. À partir du moment où c'est des déchets à risque infectieux, déchets d'activité de soins, j'ai pas trop envie d'être en contact. Si j'envoie dans la poubelle noire, là, ça va pas trop me plaire. C'est pour ça que j'ai des contenants spécifiques, et notamment qui m'évitent le côté coupant tranchant. Et puis quand c'est des déchets radioactifs, c'est encore plus dangereux. Du coup, je les coule dans du béton, je les mets dans des fûts, je les mets en profondeur. Ok? En fonction de la gravité, je vais jouer sur la proximité. Et vous allez voir que la réglementation, ou ce qu'on va faire de nos déchets, joue sur ce couple gravité-proximité. Je vous ai parlé de la perception. Là aussi, c'est caricatural, mais vous allez voir, c'est assez intéressant. Si on se projette avant les années 60, on est très loin avant les sommets de la Terre, on est très loin avant le rapport Brundtland, avec la prise de conscience de on emprunte la Terre à nos enfants, etc. On a de la matière première, et dans la plupart des ouvrages, etc., on estime qu'on a de la matière première, on puise,
et on n'a même pas conscience parfois de la raréfaction des matières premières, comme on le paye en ce moment. Le système de production, on le fait tourner à plein régime. L'impact sur l'environnement, on n'en a même pas conscience. Et puis le produit fini, bah, on le commercialise, d'accord, son impact, on n'en a pas conscience. Et rien que là, hein, si on fait encore une comparaison, vous allez voir, j'utilise assez souvent l'automobile, entre une automobile des années 60 et une automobile actuelle, en termes de rendement du moteur de consommation et de pollution, ça n'a strictement rien. Ok? Pas de conscience. Dans les années 60, on a les premières alertes. On commence à voir sur certaines villes des brouillards oxydants. On commence à voir l'acidification de lacs. On commence à voir des process d'acidification dans certaines forêts. On commence à voir des choses qu'on ne connaissait pas. De l'asthme, par exemple, dans certaines villes, etc. Et donc, il y a une première prise de conscience qui se fait. Et c'est là où on a les premiers sommets de la Terre. Et c'est là où on a le fameux rapport Brundtland sur le développement durable, où on se dit, bah, la matière première, attention, hein, on est en train de piocher dedans et il n'y en aura pas tout le temps. Le système de production, attention, hein, on voit bien qu'on pollue l'air, on voit bien qu'on pollue à travers des effluents liquides, pollution des eaux, pollution de la terre, etc. Et puis le déchet. Maintenant, on est tous pareils, et puis l'industriel, bah, c'est un être humain. Hein. À partir du moment où il n'y a pas de contrainte réglementaire, bah, pourquoi est-ce que je ferais un effort? Et donc, dans les années 75-85, on a tout l'arsenal qui arrive. D'accord? Première loi sur l'eau, première loi sur l'air, première loi sur la gestion des déchets, 1975. C'est récent, hein, 75. C'est à peu près ma date de naissance, j'avais 1 an. Pour moi, c'est hier. Hein. Quand on regarde l'impact sur la gestion des déchets, juste 1890, Eugène Poubelle, préfet de Paris, impose la boîte à ordures. Première usine de broyage, mécano-incinération, début du XXe siècle. Okay. 1900 et quelques en France, 1895 environ en Grande-Bretagne. Donc on faisait déjà un peu la gestion des déchets. Première vraie loi sur la gestion des déchets, qui définit ce qu'est un déchet, qui définit le principe de producteur responsable, etc., 1975. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on fait à travers ce dispositif réglementaire? Ben, on oblige à épurer les gaz. Donc ça c'est super parce qu'on épure les fumées, on émet un air qui est plus propre. On traite les effluents liquides, les stations d'épuration, donc ça c'est super, on rejette une eau qui est plus propre. Maintenant, quand je vous ai dit que le déchet il est inéluctable, tout process de dépollution génère lui-même un déchet. Okay? Je piège mes fumées, j'incorpore, je prends tout ce qui est particules volantes, bah, mes cendres volantes, c'est un déchet. J'épure mon eau, j'ai mes bouts de station d'épuration. Okay? Donc ma dépole elle-même génère un déchet. Et à la fin, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai de plus en plus de déchets. Donc c'est pas l'apothéose. Et donc à ce moment-là, bah, j'ai tout ce qui va se mettre en place à partir de 1992, 75, 92, il ne se passe rien. 75, 76, la loi sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Une loi, vous savez que c'est pas grand-chose à partir du moment où il n'y a pas les décrets d'application, il n'y a pas les circulaires, etc. Il ne se passe rien. 92, une nouvelle loi sur la gestion des déchets, dont certains principes sont encore d'actualité, reprend la loi de 75. Et en fait, on fait intervenir des choses qui sont très importantes. Et ce qui est très important, c'est consommer le moins possible de matières propres. Avoir un système de production qui adopte des technologies propres pour ne pas produire à la source. Et alors là, j'attaque, et là, mais heureusement qu'il n'y a pas mes étudiants, parce qu'ils me diraient, il est reparti. C'est toutes les demi-heures, je leur dis, le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne produit. Le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne produit. Ok? J'en ai marre, chaque fois, mais je les cartonne, mes étudiants, quand ils me disent, je suis arrivé dans l'entreprise, j'ai fait une cartographie, j'ai mis en place le tri sélectif. Non. Je suis arrivé dans l'entreprise, j'ai regardé quels déchets étaient produits, comment est-ce qu'ils sont produits, j'ai cherché à ne pas les produire. Et après, sur les déchets que je ne pouvais pas éviter, là, j'ai essayé de faire du tri sélectif. Okay? On va revenir sur cette notion. Donc, cette notion de technologie propre, l'épuration des gaz, épuration, etc., toujours plus de déchets. La réglementation, elle me conduit au principe de traitement, hein, la valorisation, etc. Et à ce moment-là, pour vous faire sourire, on a 2 petits syndromes que vous connaissez peut-être, qui apparaissent, qui sont de réalité, hein, le NIMBY et le NIME. Not in my backyard, pas dans mon jardin, et not in my electoral year, donc pas dans une année de renouvellement de mandat. J'irai pas sur ce qui s'est passé dans les présidentielles, quand Ségolène Royal était candidate à l'élection présidentielle, et où sur le territoire de Niort, il y avait une volonté de mise en place d'une usine d'incinération, d'accord?
Ça, on ne va pas ouvrir cette polémique-là, mais pas dans mon jardin, moi le premier. Hein. Je vais très souvent à Poitiers, moi c'est autoroute. Hein. Je vais à Paris, c'est la LGV. Par contre, si demain la LGV passe à côté de ma maison, j'ai pas trop envie. Hein. Je vais trouver une bébête spéciale, un champignon, un truc quoi. Ok, donc c'est vraiment des syndromes qui sont très importants et pourtant, il va bien falloir que je les mette quelque part, ces unités. Ok. Donc vraiment, j'incite, vous avez vu cette évolution des perceptions et vous allez voir que la réglementation va vraiment maintenant sur cette évolution et vraiment ce principe de technologie propre et de responsabilisation de celui qui produit le produit qui va devenir ou générer un déchet. C'est ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur, on va revenir dessus. Quelques chiffres. Donc en France, alors c'est un rapport de l'ADEME de 2020, je suis désolé, il n'y a pas plus récent, je suis allé vérifier. En général, quand c'est un rapport ADEME de 2020, c'est des chiffres de 2016-2017. On a beaucoup de mal à voir les chiffres officiels. Faites attention sur les chiffres, y compris sur les rapports ADEME, qui sont les rapports qui sortent les chiffres officiels du ministère. On peut avoir des choses qui se contredisent. Je ne sais pas, j'en ai peut-être là où ça se contredit un petit peu. Vous avez également Eurostat. Hein. Donc normalement les chiffres nationaux remontent à Eurostat, mais ce n'est pas les mêmes chiffres que l'on peut trouver également. Donc la moyenne, c'est environ 326 millions de tonnes de déchets qui ont été produits en 2017. Il y a quelque chose qui est super intéressant, et j'ai dû enlever les courbes, mais c'est ça. Moins 2% en 10 ans, moins 15% en 10 ans, moins 5% en 10 ans. D'accord ? Et pourtant on continue à s'industrialiser, pourtant on a une population qui continue de grandir. Ça veut dire qu'on est vraiment en train d'agir sur cette baisse de la production des déchets. Petite répartition donc, sur ce qu'on appelle les déchets municipaux. C'est l'ancien terme, hein, puisque maintenant les villes en tant que telles ne les gèrent plus. Hein, ce sont les collectivités territoriales, donc les Comcom. Les déchets de la collectivité elle-même, donc on va retrouver les déchets des espaces verts, la voirie, tout ce qui va être nettoyage des marchés, l'assainissement. Les déchets ménagers et assimilés, donc tout ce qui est produit par nous citoyens, mais également ça peut être tout ce qui est petit commerce avec un accord, tout ce qui est artisanat avec un accord. Donc c'est pris par la collectivité avec une rémunération qui est différente de celle des particuliers. Et puis donc on va retrouver dans ces déchets ménagers assimilés tout ce qui est occasionnel, notamment ce que vous allez emmener à la déchetterie, ce qui est un super succès français, la déchetterie. Les déchets collectés en mélange, donc ce qu'on appelle les ordures ménagères résiduelles, gardez bien ça en tête, le sac poids, les OMR. Et puis tout ce qui va être collecte sélective, qu'on appelle également collecte séparative, en porte-à-porte ou en apport volontaire. C'est notre fameuse poubelle jaune hein, dans laquelle on fait le tri sélectif. C'est le verre qu'on va amener en apport volontaire, etc. etc. Très important, hein, on reviendra tout à l'heure sur la collecte, mais de bien séparer le verre des autres, puisque le verre complique énormément le tri, alors que lui, il est recyclable à l'infini, et c'est très rentable de recycler le verre, puisque le calcin, qui est le verre pilé, coûte moins cher que la matière vierge qui permet de produire le verre. C'est vertueux. La production, donc quand on regarde toujours les chiffres ADEME, donc les ordures ménagères résiduelles, c'est 47%. Les déchets dangereux, donc des fois vous trouvez ça sous déchets toxiques en quantité dispersée, les fameux DTQD, ou déchets ménagers spéciaux. Ça dépend en fait de la quantité. Les DTQD, quand ils sont nombreux, deviennent des DMS. Les déblais gravats 10%, les encombrants 10%, déchets verts et biodéchets 13%, matériaux recyclables 19%. Okay, ça c'est ce qu'on collecte et on se projette ici. Ça c'est ce que j'ai dans mes déchets. Philippe disait, ceux qui mettent les mains dans les déchets, c'est ce qu'on appelle faire une... voilà, j'ai perdu le terme. Caractérisation. Merci beaucoup. Il y a une petite méthode hein, développée par l'ADEME qui s'appelle Modecom. Et j'ai eu le plaisir moi de mettre les mains dans les déchets. Parfois on trouve des trucs assez sympas. Et regardez, déchets putrescibles. C'est 34% environ. Déchets putrescibles, en règle générale, c'est compostable, donc c'est valorisable. Papier, carton, c'est recyclable. Okay, donc on est à un peu plus de 20%. Plastique plus verre plus métaux, donc on est un peu plus de 30%. Matière plastique, on va le mettre à part parce que le recyclage est assez particulier, puisque le mélange des plastiques nous donne un amalgame dont on ne sait pas quoi faire.
Donc il y a déjà eu plein d'essais pour faire des pistes d'athlétisme, on n'en construit pas tous les jours, pour faire des dalles isolantes, mais les coefs d'isolation ne sont pas très bons. En général, la matière plastique, pour vraiment la recycler, il faut la séparer. Le polyéthylène retourne vers le polyéthylène, etc. Et le tri est très long, très particulier, beaucoup d'étapes, 5-6 étapes. C'est onéreux, du coup ça coûte beaucoup plus cher que la matière vierge. Et donc, vive le pétrole russe. Vers métaux, donc on est un peu plus de 30%. Textile sanitaire, on sait recycler. Et autres, c'est ce qu'on pourrait amalgamer aux ordures ménagères résiduelles. 10%. Ça veut dire que si j'optimisais mon tri, en fait, mes 47% deviendraient 10. Et mes 19%, plus mes 13, parce que je vais compter mes déchets verts, donc mes 32%, là, ils feraient à peu près le reste. Ok ? On voit bien le décalage entre ce que j'ai dans mes déchets, le potentiel que j'ai, et puis ce que j'en fais. C'était un essai, ça marche toujours. Petite évolution de la production des déchets, je vous disais, la baisse qui est amorcée. C'est dommage, on s'arrête en 2016, mais c'est l'évolution de la production de déchets des ménages. Activités hors construction et collectivité. Donc c'est ce qu'on appelle les activités économiques. Et puis après, c'est la construction. La plus grosse production, c'est la construction. Derrière, c'est tout ce qui est déchets agricoles et agroalimentaires. Mais déchets agricoles et agroalimentaires, par exemple, on tient compte des déjections animales. Donc on ne quantifie pas avec les vaches quand est-ce que... voilà, mais c'est isolé sur le cheptel, etc. Mais avant tout, c'est la construction. Donc on voit cette baisse qui est assez importante et significative. Ça marche? Allez, on va aller donc sur la partie réglementaire. C'est la partie que j'aime le moins. Pourtant, on est un peu petit. Juste 2 cas pour dire à quoi ça sert la réglementation. C'est quoi le but d'une réglementation dans le contexte de la gestion des déchets? C'est définir, distribuer les rôles orientés. Caractéristiques des déchets, les types de traitement, les types de rejet et le contrôle. Et ça, c'est très, très important. Vous allez au Burkina Faso, vous allez dans d'autres pays, vous avez un code de l'environnement, comme ça, comme le nôtre. D'ailleurs, en général, c'est des juristes français. Souvent, c'est mes collègues de l'université de Poitiers, donc ne le dites pas trop fort. En fait, ils ont copié le code de l'environnement français, ils l'ont traduit dans les spécificités du territoire. Et donc, on a plein de trucs, plein d'obligations. Mais il n'y a personne qui contrôle, et il n'y a pas de système de sanctions. J'ai eu la chance d'aller au Liban, très beau pays. Et au Liban, on arrive sur Beyrouth en sortant de l'aéroport. Donc, autoroute à 3 voies. Et là, tout le monde se met. 10 voitures. Ok. Ça se relibère. Le gars, il roule à 150. On voit le panneau 90. Il n'y a pas de souci. Si, il y a bien un code, il y a bien des règles qu'on doit respecter. Mais il n'y a personne qui contrôle, donc on y va. Ok. Donc, cette notion de contrôle, c'est quelque chose qui est important. Donc dans la réglementation, on va trouver quoi? On va trouver le qui fait quoi. Qui a quelle responsabilité? En termes de gestion des déchets, c'est très simple. Le producteur est responsable de son déchet, sauf pour un particulier à qui se substitue la collectivité. Okay. C'est quelque chose qui a un petit peu évolué dans la réglementation. Avant, le producteur initial, l'industriel qui produisait son déchet, en était responsable jusque la fin. C'est-à-dire que par exemple, c'était collecté par Veolia, ça allait sur un site de tri, il en ressortait, ça retournait sur un site où c'était broyé, il en ressortait, ça allait sur un site où c'était recyclé. Il en était responsable à toutes les étapes. Or, il y avait un moment, il y avait du mélange, etc. Il est où mon déchet, moi, producteur? Ça a évolué maintenant, c'est ce qu'on appelle le producteur initial. À partir du moment où c'est collecté, mélangé, c'est cette personne qui a collecté, mélangé, qui devient le producteur. Attention, une nuance. Moi, en tant qu'industriel, j'ai choisi mes filières. D'accord? J'ai choisi Veolia, j'ai choisi que ça aille en centre de broyage, j'ai choisi que ça aille en centre de tri, que ce soit recyclé, etc. Et ça, la conformité de cette chaîne d'acteurs, c'est quand même de ma responsabilité. Ok? Donc cette notion de qui fait quoi, de producteur, les acteurs de la dépollution, et là c'est très simple, ils sont agréés, et ils sont agréés pour un déchet. Quand je suis un industriel, j'ai des batteries à faire collecter, je dois faire appel à une entreprise qui est agréée pour collecter les batteries avec le numéro d'agrément qui va bien, etc., etc. Tout ce qui est procédé de traitement, c'est soumis à la loi sur les installations classées pour la protection de l'environnement, et là aussi, j'ai un agrément. C'est les organismes de contrôle, et puis quelque chose qui est très important,
c'est l'orientation avec la politique générale. Vous vous souvenez un petit peu, là encore, sans faire trop de politique polémique, mais vous vous souvenez un peu Sarkozy, la prise de discours sur l'environnement, puis à un moment, ah ouais, mais l'environnement, ça va quand même pas le truc qui doit freiner notre économie. D'accord? C'est dommage que j'ai pas de crayon. Vous aurez fait un beau super schéma. Vous savez comment on représente le développement durable? Ouais, 3 ronds. Ouais, voilà, 3 ronds, et puis l'interface, c'est le développement durable. Bah ça, c'est le modèle qui nous plaît bien à nous, hein. Mais la réalité, elle n'est pas là. On a d'autres manières de le représenter. Les deux, ils veulent dire la même chose. Je mets environnement, ok. Autour, je fais une bulle, je mets social. Autour, je fais une bulle, je fais économie. L'autre manière de le faire, c'est je fais une grande bulle, je mets environnement. Je refais une bulle à l'intérieur, je mets social. Je remets encore une bulle à l'intérieur, je mets économie. Les deux veulent dire la même chose. La première, la bulle centrale, environnement, ça veut dire de toute façon, on peut faire ce qu'on veut. Hein. C'est l'économie qui va piloter, parce que c'est ce qui nous tourne. La deuxième manière de le représenter, c'est de toute façon, au cœur du système, ça reste l'économie. Ok? Et donc, en termes de gestion des déchets, c'est flagrant. Vous n'avez aucun texte de loi qui dit demain, ça c'est interdit. La loi de 92 dit en 2002, nous devrons aller en centre de stockage que les déchets dits ultimes. On verra, non, je crois que je l'ai enlevé la définition du déchet ultime aussi. Ok? Toujours on est sur du temps pour aller, c'est ce qu'on appelle donc les orientations, la politique générale, avec cette notion de calendrier, d'objectif, d'orientation, etc. pour bien laisser le temps d'y aller. Qu'est-ce qu'on retrouve en grand principe dans la réglementation? Prévention et protection de l'homme et de l'environnement. D'accord? On remonte 95, etc. La notion de terminologie commune, ça c'est quelque chose qui est très très important et c'est très codé. D'ailleurs, quand on regarde les déchets, on a ce qu'on appelle la nomenclature des déchets. Hein. Chaque déchet, il a un code très particulier avec en plus un petit astérisque qui permet de savoir si c'est dangereux ou pas. D'accord? On peut se faire un petit test. Un déchet de pneumatique, c'est dangereux ou pas d'après vous? Ouais, j'ai des oui. Ouais, j'ai des non. Bah ouais, on a un peu de mal. C'est le super exemple. C'est celui exprès pour vous embêter. Parce qu'on estime qu'un déchet de pneumatique, c'est pas dangereux, mais le traitement d'un déchet de pneumatique est dangereux. Mais toujours est-il, quoi, il y a des déchets, on ne sait pas s'ils sont dangereux ou pas, donc on met un petit astérisque pour préciser que c'est dangereux. Et ça, on a ça sur tout un tas de choses. Par exemple, sur les définitions, ou pour savoir si c'est de la valorisation, ou si c'est du traitement sans valorisation, on a des annexes qui sont dérivées de la directive de 2008, qui ont été traduites en droit français dans le décret de 2011, qui nous disent telle activité, bah, c'est code H1. Ça, c'est code R2. Okay, et ça permet à l'ensemble des acteurs de la chaîne, et notamment dans une démarche européenne, bah, d'être sûr d'avoir le même vocabulaire. Favoriser la valorisation des déchets, l'utilisation des matériaux, la valorisation, préserver les matières premières. Promouvoir les technologies propres, on y revient, les produits recyclables et valorisables, baisser la production de déchets. L'indépendance sur l'élimination des déchets, réduire les mouvements de déchets, la mise en place de plans de gestion. De plus en plus, on est passé de plan de gestion à plan de prévention. Maintenant, avec le plan national, les plans régionaux et ensuite déclinés à l'échelle des collectivités territoriales. L'indépendance, hein, c'est simplement éviter le transport. Puis je vous ai dit, le déchet, c'est ce qui arrive en fin de vie. Donc à la limite, moi je m'en moque, hein, c'est le voisin qui va s'en occuper. Bah non, si on veut vraiment faire des choses, on en prend la responsabilité et j'affronte mon déchet. C'est l'agrément, le contrôle des entreprises, donc je vous ai dit, hein, tout ce qui est suivi. Et puis c'est la notion du principe de pollueur-payeur, qui à un moment s'était pris sur, en fait, les riches, ils achètent le droit de polluer. Maintenant, quand on voit la taxe générale sur les activités polluantes, c'est un peu plus qu'acheter le droit de polluer, ça tape fort quand même. Donc c'est vraiment le principe de pollueur-payeur. C'est ce qu'on va retrouver dans la responsabilité élargie du producteur. Alors ça, j'ai commencé un petit peu, hein. Quelques dates clés. Donc je vous ai dit, la première loi 75. Loi sur les CPE 76, rien du tout. 92, je reprends la loi de 75 en fait, je reprécise un certain nombre de choses, et ça s'enchaîne. 95, 98, etc. La circulaire Voynier, tout ce qui va. Ok, à peu près stable. Et ensuite, donc vraiment à partir de 2008, j'ai une forte accélération. 2008, les deux lois Grenelle, 2009-2010, merci à M. Borloo. 2011, avec un 0 entre le 2 et le 1, c'est mieux. 2012, 15, 16, 18, 20. Voilà, on est vraiment sur l'arsenal qui sort.
Si je peux synthétiser les derniers textes, sans revenir sur tous les autres, j'en retire, moi, 4 idées essentielles à vous faire passer. 1. La prévention des déchets, à travers le plan national, à travers les programmes régionaux, à travers les programmes de territoire. L'organisation territoriale, avec la loi NOTRe, typiquement avant, hein, donc c'était les villes et c'était les départements qui étaient en charge de la gestion des déchets. Maintenant, ce sont donc, les EPCI, donc les collectivités territoriales, les COMCOM, et les régies. La responsabilité élargie du producteur est le terme dont on parle beaucoup, hein, qu'on a encore un peu de mal à décliner de manière réelle, mais cette notion d'économie circulaire et d'anti-gaspi. Alors ça, c'est mon exploit, et encore aujourd'hui, je ne suis pas très loin. Mes étudiants, j'arrive à les tenir 3 heures. On a commencé, ça fait une demi-heure, je ne vous ai toujours pas défini ce qu'était un déchet. Je m'amuse toujours à ça. Allez, quelques définitions très rapides. Je peux, Philippe, sans aucun souci, mettre les calques à dispo, j'ai oublié de te le préciser. Alors, François, tout ton diaporama sur le site, accessible sur le site de l'Université populaire, de même que la conférence qu'on est en train de filmer, et si le résultat est bon, en général, on met en ligne. Quand je dis le résultat est bon, je ne parle pas de la prestation, je parle de la qualité. Non, je croyais c'est si je sortais vivant ou pas, moi, donc c'est pour ça. Et si le résultat est bon, si je sors. Après, vous avez tous vu que la porte est là-bas et vous n'avez pas vu celle-ci. J'ai serré celle-là quand même. Le déchet. C'est une définition qui a évolué 2 fois. On n'a pas le temps, mais je vous aurais bien montré la définition de 1975 et les problèmes qu'avait cette définition de 1975. En fait, qui était très intéressante parce qu'il y avait la notion donc de produits que je destinais à l'abandon, avec le terme abandon, très péjoratif. Et il y avait cette notion de destiné à l'abandon. Cette notion destinée à l'abandon, elle est très intéressante en termes de gestion des déchets. Et on le voit tous, hein, les ressourceries, Emmaüs, etc. C'est-à-dire que mon PC, moi, il y a un moment, il n'aura pas la puissance que je veux, il ramera, etc. Il ne sera plus assez performant. Donc je vais demander un nouveau PC. Par contre, pour un étudiant qui fait juste traitement de texte, qui ne fait pas des calculs, il va être très bien mon PC. D'accord ? On a tous le pull qu'on met plus, mais qui est réutilisé par quelqu'un d'autre, etc. etc. D'accord ? Et donc ça, cette notion de destiné ou pas destiné, c'est une notion qui est très intéressante. Sauf qu'à partir du moment où vous laissez le libre choix, là, vous avez la voiture qui traîne dans le champ, et puis on va vous dire non, je ne veux jamais l'acheter. Hein. Vous avez la baignoire qui traîne dans le bois, mais bien sûr, je ne veux pas l'acheter, etc., etc. D'où il y a un moment, on a changé la définition, et maintenant c'est devenu toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait. De la notion de défaire, il y a la notion d'économie, d'accord ? Et donc il a l'intention, donc toujours cette subjectivité, ou l'obligation. C'est-à-dire que l'industriel qui avait ses fûts de produits chimiques périmés, qui était sur le parking depuis des années, et à qui on disait, ben non, c'est du produit périmé, qui disait, non, 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 j'en ferai quelque chose, ben maintenant il a obligation de s'en défaire. Ok ? Donc une définition très générale. Le déchet non dangereux, ça c'est très compliqué, c'est tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent le déchet dangereux. C'est déjà ça. Le déchet dangereux, ben en fait c'est très simple, hein. On a une annexe qui précise l'ensemble des caractéristiques qui font qu'un déchet est dangereux. D'accord ? Par exemple, il détient du chlore, sous telle quantité de chlore, ben, il n'est pas dangereux, au-dessus de telle quantité, ben, il devient un déchet dangereux. Donc on a une annexe qui permet cette classification. Le déchet ménager, c'est tout déchet, dangereux, non dangereux, dont le producteur est un ménage. Le déchet ultime, donc le déchet ultime, c'est celui maintenant que j'ai le droit de mettre en centre d'enfouissement technique, en centre de stockage. Il y a une définition qui date de 92. C'est un déchet qui ne peut plus, dans les conditions techniques et économiques du moment, faire l'objet d'un traitement visant à retirer une part valorisable ou à en réduire son caractère polluant dangereux. Le but de la définition du déchet ultime, en fait, c'est de dire je dois réduire la dangerosité du déchet avant d'aller en centre de stockage. Et je dois en retirer l'ensemble de la partie valorisable avant qu'il aille en centre de stockage. Et puis, vous vous souvenez, hein, le petit schéma que je vous ai fait du développement durable, d'un point de vue virtuel, c'est suivant les conditions économiques du monde. Et puis, le petit menuisier qui est tout seul, il n'a pas la même capacité économique par rapport à la gestion des déchets. La grosse boîte où ils sont 200. Okay ? Le territoire du Massif central, il n'a pas la même capacité de gestion des déchets que Paris ou Marseille. Okay ?
Et donc, cette notion de conditions techniques et économiques du moment, c'est quelque chose qui est intéressant. Sauf que là encore, vous demandez à un industriel, mais il n'a jamais les moyens. Okay, je zoome exprès sur les industriels, je ne vous ai pas mis les chiffres. Mais si les collectivités territoriales faisaient aussi bien que les industriels, on serait beaucoup mieux en termes de gestion des déchets. Okay. Le producteur, bon, je ne vais pas toutes les balayer, les définitions, juste la gestion, donc ça correspond bien à collecte, transport, valorisation et élimination. Ce qu'on appelle élimination, en fait, c'est traitement sans valorisation. D'accord ? C'est le centre de stockage ou c'est l'incinération sans récupération énergétique, etc. Vous retrouvez collecte, traitement, valorisation. Et là aussi, par exemple, pour la valorisation, j'ai une annexe avec la liste exhaustive des activités qui me permettent la valeur. Un terme très très intéressant, le réemploi. Toute opération par laquelle des produits ou de composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. Okay. On a également la notion de réutilisation qui est vraiment très très intéressante. Et ça, c'est des termes qui sont assez nouveaux, que l'on utilise énormément. À savoir, par exemple, je prends une bouteille, je la mets au tri sélectif, ça devient un déchet. C'est collecté, c'est trié, broyé, débarrassé des impuretés, mis sous forme de calcin, ça rentre en four verrier, ça reproduit du verre. D'accord ? J'ai reproduit une bouteille. À aucun moment, j'avais la transition entre un déchet et ce qui n'est plus un déchet. Maintenant, c'est clair, on a ce qu'on appelle la fin de statut du déchet. On a une démarche qui est pénalisante pour les collectivités territoriales, qui favorise plutôt l'économie secondaire type Emmaüs, etc., sur cette notion de fin de statut du déchet. On a également maintenant ce qui s'appelle le produit secondaire. Okay. C'est typiquement avant, par exemple, je suis un fabricant d'automobile, je commande mes portes. Mes portes, elles arrivent, elles sont pré-usinées. Souvent, en fait, là où c'était usiné, pour pas que ça s'abîme dans le transport, je mettais des petits obturateurs en plastique. Je collecte ça, je mets ça dans des sacs plastiques, ça retourne chez le producteur de portes, qui reprend, qui remet. D'accord ? Donc c'est en fait quelque chose qui est réutilisé. Sauf que je le collectais, ça devenait un déchet, ça retournait chez le producteur qui les remettait. Maintenant, c'est plus un déchet. La définition exacte, c'est ce qu'on appelle un sous-produit. Okay ? Ça fait partie du process de fabrication, mais ce n'est pas un déchet en tant que tel, puisque c'est réutilisé. Allez, qu'est-ce que nous apporte la réglementation? Alors ça, c'est le point essentiel. La réglementation, à partir de la directive de 2008, loi Grenelle, donc Grenelle 1, Grenelle 2, hiérarchise la politique de gestion des déchets, avec la prévention. La prévention, c'est ne pas produire le déchet, ou c'est produire un déchet qui est moins dangereux. D'accord ? Donc c'est chercher à produire un déchet qui est moins dangereux. Si je ne peux pas prévenir à la source, c'est réemployer, la définition que je viens de vous donner. Si je ne peux pas réemployer, à ce moment-là, je vais chercher à recycler. Si je ne peux pas recycler, à ce moment-là, je vais chercher une autre valorisation, notamment énergétique, l'incinération. Et si je ne peux pas, à ce moment-là, je vais aller vers l'élimination sonore. Okay. Donc ça veut dire que dans tout ce que je vais faire, la première question, c'est ne pas produire ou produire un déchet qui est moins dangereux, moins toxique. Si je ne peux pas, c'est réemployer. La fameuse palette, qui maintenant circule, et souvent même, je me débarrasse de la palette, j'utilise des bacs de transport. Je prenais l'exemple des portières. Dans le secteur automobile, il y a des années qu'ils ont développé les bacs de transport. Ça arrive, ça retourne, ça revient, etc. J'ai plus besoin de palette. C'est pas filmé, c'est pas dans des cartons. Si je ne peux pas réemployer, c'est recycler. Si je ne peux pas recycler, c'est là où je vais aller sur la valorisation énergétique, et sinon de l'élimination. Cette réduction de la production des déchets, elle passe par l'éco-conception. Comment est-ce qu'au début, je conçois le produit pour limiter son impact sur l'environnement durant sa fabrication, durant sa vie et durant sa fin. Ce principe d'éco-conception, comment est-ce que j'amène l'industriel qui va être producteur? Parce que vous allez dire, mais moi, je subis en fait quand je vais acheter, c'est emballé, c'est pas emballé, etc. Donc moi, je ne peux rien faire. Vous avez quand même des gens qui ont fait un effort. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça quand vous allez chez Decathlon. C'est pas que j'ai des actions chez Decathlon. Vous allez chez Decathlon, vous avez besoin de 4-6 balles de tennis. Là, vous n'avez plus, comme moi, je au tennis, c'était les Dunlop Fort. Ça date, parce que j'ai toujours été maladroit au tennis. Il n'y a pas que ça d'ailleurs.
Donc j'achetais mon truc d'Alog fort, donc avec un petit opercule, et ça c'était dans un film plastique. En plus il y avait l'économie quand je les achetais par deux, donc c'était refilmé. Ma mère nous achetait les gâteaux avec mon frangin, donc le gâteau, pour des questions d'hygiène, il était dans un film, dans une barquette qui était filmée, qui était dans un carton. Les trois étaient côte à côte et tout ça c'était filmé. Ok. Vous allez maintenant, donc je reviens sur Decathlon, vous achetez vos balles en vrac. Okay. J'ai acheté un bouchon de pêche, j'avais mon beau bouchon, une super image, un poisson géant qui m'a toujours fait rêver, de la colle et un étui plastique. Maintenant, mon bouchon, il est simplement mis en okay. J'ai acheté un vêtement, j'avais une étiquette haute comme ça, avec le prix, etc. Maintenant, c'est mis en rayon, il y a une toute petite étiquette. Il y a plein d'efforts à faire. Donc, cette notion d'éco-conception, là, c'est comment j'invite les industriels à aller vers l'éco-conception. En fait, c'est tout simple. C'est que l'industriel, il doit pourvoir à l'élimination du produit qu'il va mettre sur le marché, quand ça va devenir un déchet. Pour ça, en fait, soit il développe son système individuel, je suis en train d'aller tout loin parce que c'est la responsabilité de l'archi du producteur, soit il participe à un éco-organisme. Et la cotisation à l'éco-organisme dépend si c'est éco-conçu ou pas. Et donc, j'ai intérêt à éco-concevoir parce que je paye moins cher à l'éco-organisme. Alors vous allez me dire, mais à la fin, c'est moi qui paye. C'est-à-dire que si le produit coûte 3 centimes plus cher, il va être 3 centimes plus cher dans les rayons. Sauf que dans la compétitivité, 3 centimes plus cher, c'est peut-être l'autre justement qui va se vendre et puis mon produit à moi, parce que je suis trop cher. Ok. Renforcer la fiscalité sur les installations de stockage et d'incinération, ça c'est très intéressant, parce qu'en fait la loi Grenelle, elle me dit prévenir, réemployer, recycler, et elle me dit que la voie prioritaire pour les ordures ménagères résiduelles, parce que ça je sais que je ne peux rien en faire, c'est l'incinération et une valorisation énergétique. Mais en même temps, elle me dit, j'en veux qu'il y ait la moindre quantité possible qui aille en incinération. Et donc, tout ce qui va en incinération, tout ce qui va vers un centre de stockage, il y a une fiscalité très importante dessus pour essayer d'en diminuer la quantité. Et donc, je suis allé, là encore trop vite, sur priorité à la valorisation énergétique pour les ordures ménagères résiduelles, parce que de toute façon, c'est pas quoi en faire d'autre, et la seule valorisation qu'on peut avoir, c'est cette fameuse énergie, on reviendra sur l'incinération. L'économie circulaire, dont on parle énormément, on est aux prémices, c'est en train de se mettre en place. Là aussi, on a des verrous un petit peu à lever dans le cadre réglementaire qui entoure cette économie circulaire. L'idée, c'est la réduction progressive de la mise en décharge des déchets, favoriser le recyclage et la valorisation. 3 domaines, 7 piliers. L'offre des acteurs économiques, la demande et le comportement des consommateurs, la gestion des déchets. L'offre des acteurs économiques, c'est l'extraction, l'exploitation et les achats durables, l'éco-conception, l'écologie industrielle, l'économie de la fonctionnalité. C'est la consommation responsable, dans le cadre de notre achat, l'allongement de la durée d'usage, avec la notion de pièces d'occasion, avec la notion d'indice de réparabilité qui devient obligatoire, etc. Et puis c'est le recyclage également. Donc c'est vraiment ce qui est en train de se structurer. Donc l'idée, vous avez la belle petite figure à côté, c'est aller de l'extraction à la commercialisation pour repartir ensuite sur un cycle vertueux. D'accord. Et donc de plus en plus, notamment dans le cadre de l'électroménager, etc., c'est éco-conçu. Je peux faire appel à des pièces d'occasion et c'est fait en sorte pour améliorer la réparabilité et notamment avec des pièces d'occasion. Donc tout ça, c'est récent, c'est la loi de février 2020 avec la réduction des déchets, sortir de plastique jetable, d'accord ? Vous savez, typiquement, vous ne pouvez plus acheter des couverts jetables en plastique, des assiettes en plastique, des verres en plastique jetables. Mieux informer le consommateur, donc rendre le tri plus efficace grâce à un logo unique. 2020, ok. On a enfin maintenant un logo qui permet de savoir si on fait le tri ou pas, avec ça va au tri, ça va pas au tri. Vous verrez, c'est pas surtout. Il y a pas mal d'industriels qui n'utilisent pas encore ce logo. C'est une harmonisation de la couleur des poubelles, là aussi. C'est la poubelle jaune partout et c'est plus une couleur qui change. Et puis dans la poubelle jaune, je sais enfin ce que je dois mettre, quel que soit l'endroit où je me situe. Favoriser le réemploi solidaire, donc tout ce qui est réparation, utilisation de pièces détachées issues de l'économie circulaire. Réprimer les dépôts sauvages, ça date de 1975, mais c'est de plus en plus important. Étendre la responsabilité élargie du producteur, donc on va venir dessus. Et puis cette notion de loi anti-gaspillage et d'obsolescence programmée, avec notamment le gaspillage alimentaire, il y a des gros efforts qui sont faits, l'indice de réparabilité et l'indice de durabilité. On vise quoi?
D'ici 2030, aucun des déchets susceptibles d'être recyclés ou valorisés admis en centre de stockage. Donc on doit vraiment respecter ce qui est un déchet utile. D'ici 2035, quantité de déchets municipaux en stockage donc réduit à 10% de la quantité totale de déchets. Et réemploi et recyclage, donc en 2025, ça va être 55% de l'ensemble de notre gisement produit. 2030, 60%, 2035, 65%. On verra. Tout ça, ça repose sur la responsabilité élargie du producteur. C'est quoi la responsabilité élargie du producteur? Donc c'est fait pour favoriser le réemploi, la prévention, le recyclage, agir dès la conception en utilisant l'éco-conception et tenir compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique. C'est les termes de l'éco-conception. D'accord? Si je peux faire un super produit, mais s'il est trop cher, personne ne va l'acheter, ça ne sert à rien. Ou s'il ne répond pas à un besoin de marché, c'est fait. L'idée, c'est que la gestion des déchets, notamment des déchets dangereux, puisque au début, la REP, c'est la plupart des déchets dangereux, les piles accumulateurs, etc. On a eu en fait des filières obligées par l'Europe, dans le cadre de la directive de 2008. On a eu des filières imposées par l'État français. On a eu des filières volontaires. Par exemple, tout ce qui est mobilo, ça a été une filière volontaire. C'est les fabricants de mobilhomes qui se sont regroupés et qui ont dit « nous, on veut être dans la responsabilité élargie du producteur ». Okay. Donc, ceux qui mettent sur le marché des produits qui vont devenir des déchets ou qui vont générer des déchets sont responsables de la gestion. Soit à travers un système individuel. Typiquement, le système individuel, c'est ce qu'avait fait Leclerc à l'époque du sac. Vous vous souvenez? Les sacs, ils étaient gratuits avant. Il y a eu l'histoire du sac payant imposé par Leclerc. C'était un dispositif individuel, en fait. Soit en mettant en place un éco-organisme. Chaque filière met en place son éco-organisme. Et en fait, l'industriel cotise à l'éco-organisme. Cet éco-organisme, donc, perçoit les fonds. Et à travers ces fonds, il vient soutenir les collectivités territoriales pour mettre en place la collecte, former les personnes, offrir tout ce qui est recyclage derrière avec les unités qui vont bien et participer au financement de ces unités. C'est également donc collecte via les déchetteries ou de plus en plus via les réseaux de distributeurs. J'achète une télé chez Darty, je peux ramener ma télé usagée chez Darty. J'achète un lit chez Castorama, Confo, je ne sais pas lequel, je ramène mon lit usagé chez Conforama. Ok? Est-ce que vous savez que par exemple, quand vous faites vos courses dans un supermarché, vous pouvez ramener vos emballages? Normalement, c'est obligatoire. Moi, je vous mets au défi chez Leclerc ou chez Géant de savoir où c'est. J'ai déjà essayé parce que je suis toujours joueur. Le petit Leclerc, ouais. Le petit Leclerc, ouais. Mais le grand, ouais. Ceux qui ont été pionniers dans la transparence, c'était Intermarché. Vraiment, à la sortie du magasin, il y avait les choses. Allez, dernier calque sur cette partie réglementaire. Donc, je vous ai dit, avant, la gestion des déchets, ça se joue à l'échelle des communes et des départements, depuis la loi NOTRe. Donc, c'est à l'échelle des établissements publics en concertation incitative, donc les EPCI, qui assurent donc, la collecte et le traitement, qui mettent en place les programmes locaux de prévention, et à l'échelle région, donc avec les plans de gestion des déchets, et puis tout ce qui est économie circulaire. Oui, Philippe. Ouais. Juste une question avant de passer à la troisième partie. Ouais. Si je mets en relation, pour voir si j'ai bien compris, le diapo où j'ai vu qui faisait voir le pourcentage de réduction de déchets qu'il y avait par famille, le verre, le carton, tout ça. Où donc globalement on voyait que la production de déchets diminuait, mais on sait que par ailleurs on produit plus, donc la logique voudrait qu'on ait plus de déchets. Oui. Et après tu nous as dit à un moment, le déchet collecté qui va être réutilisé, il ne s'appelle plus un déchet très rapidement dans le système. Ouais. Alors est-ce qu'il faut comprendre que cette réduction des déchets est due en grande partie à la réutilisation qui fait sortir du pourcentage des déchets? Et est-ce qu'il faut... Alors ça c'est la première chose, ce que j'ai bien compris. Et deuxième chose, ce que j'ai bien compris, ça voudrait dire qu'on réutilise en plus grande quantité et plus vite que l'augmentation de la production. Alors, non. Non. Non, le en fait, bon, le début est bon. On a bien une baisse de déchets, et cette baisse de déchets, elle est vraiment liée à la mise en place de l'éco-conception. C'est à part la notion de fin de statut du déchet,
ça ne change rien, parce qu'on comptabilise tout le temps, ça rentre dans les déchets, après c'est faire le statut du déchet, c'est juste qu'il y a un cadre légal. Avant, il n'y avait pas de cadre légal, donc est-ce que c'était un déchet, pas un déchet, etc. Et la notion de sous-produit, en fait, c'est quelque chose qui a toujours existé de manière implicite, sauf que là encore, ce n'était pas encadré réglementairement. C'est-à-dire que, par exemple, ça, ce serait un truc super à vous montrer, c'est un étudiant qui m'a fait dans les années 1996, non, je n'étais pas 96, 2098, donc c'est 2006, pardon. Donc 2006, il y a un peu plus de 15 ans, il m'a montré la gestion des déchets à l'usine PSA de Rennes-la-Janée. Quand on regardait la gestion des déchets à PSA Rennes-la-Janée, ça avait 15 ans d'avance sur la réglementation qui vient de se mettre en place. Et ils étaient à un niveau de valorisation matière de 98%. Valorisation matière en 2006, pardon. 1996 ans. Et ça, je peux faire abstraction de tout ce qui est tôle, parce qu'il y a énormément de résidus de tôle et c'est lourd. Si on extrait ça, 85% des déchets étaient recyclés. Et quand on regarde la production des déchets, donc à PSA Rennes-la-Janée, entre le début, donc ce qui m'avait mis, c'était entre 92 et 2006, merci, je vais y arriver, il est tard. Et encore, c'est pas vendredi, le vendredi, j'ai horreur d'avoir cours le vendredi, j'arrête pas de... Bref, et c'est 2000 tonnes par an de déchets en moins. 2000 tonnes par an de déchets en moins. Parce que justement, ils ont agi en disant, ne pas produire le déchet, c'est ma priorité. Donc ils ont créé le cercle qualité dans l'environnement pour vraiment identifier où est-ce qu'est produit mon déchet, comment est-ce qu'il est produit, comment je le génère. Je vais vous prendre un autre exemple tout simple. Puis après, je reviens parce que je suis en train de dévier et je répondrai à ta question. Deuxième exemple, un jour, je vais Procter & Gamble, pour ne pas les citer, shampoing, notamment, je crois que c'est DOP, etc. Mais ils produisaient également pour des sous-marques de revendeurs. Et donc, j'avais un étudiant qui était là, il agissait justement sur la gestion des déchets. Et en fait, ils ont des lignes de prod. Et pendant une semaine, ils produisent tel shampoing. Ils lavent toute la ligne, ils produisent tel autre shampoing. Ils relavent toute la ligne, ils produisent tel autre shampoing. Et puis, en fait, il me dit, on fait le tour des déchets. Donc, par exemple, je dis, en termes d'emballage, donc à l'époque, ils achetaient des flacons. Les flacons arrivaient dans des cartons. Ils repliaient les cartons, ça repartait chez le producteur de flacons. Je dis, voilà, écoute, les cartons, c'est pas top parce qu'ils vont s'user. À mon avis, tu as des trucs plus durables, mais c'est bien, etc. Et puis il me dit, ce qu'on a, c'est que on prend le flacon, on le remplit, on ferme, on colle l'étiquette, et si l'étiquette est mal mise, s'il y a une bulle, c'est produit non conforme. Et donc ça part, et du coup, on a un flacon avec du shampoing, je sais pas trop quoi en faire, quoi. Je lui dis, mais attends, mais je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu colles pas l'étiquette en premier, avant de remplir? Parce que ça te fait double économie, hein. T'as pas le shampoing dedans et t'as pas à l'éliminer, quoi. Est-ce que tu peux le faire, ça? Il va voir la prod, est-ce qu'on peut coller l'étiquette en premier? Est-ce que ça a un impact? Non, aucun souci. C'est l'exemple type. Et donc, pour te répondre, donc le sous-produit, en fait, on l'élimine. Donc, en fait, la courbe de baisse de la production des déchets qu'on observe est bien une baisse réelle, malgré la hausse de la population, etc. Je vais prendre l'exemple, tu as dû voir dans mes calques, que tu as la chance de les avoir vus, Whiskas. Oui. Ça fait partie des choses. Cette notion de REP, cette notion d'éco-conception, d'évolution de nos modes de consommation aussi, impacte vraiment la gestion des déchets. Je vous prenais l'exemple de Decathlon, c'est typique pour produire la gestion des déchets, etc. D'accord. Allez, on va sur cette partie gestion, on va attaquer par la collecte. Ça aurait été super, j'ai ma petite télécommande, mais elle est revenue. Très important, c'est la première étape. Je peux mettre en place des super usines de recyclage, une super unité de compostage. Si mon déchet il n'arrive pas comme il faut, je ne pourrai rien en faire. Donc cette collecte, c'est vraiment un point qui est prioritaire. Tout repose sur ma collecte. Elle peut être précédée d'une pré-collecte, que vous allez faire chez vous, la collecte séparative, l'apport volontaire, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, c'est le coût le plus important, parce que ça demande beaucoup de matériel, etc. Et puis si elle est mal faite, le camion va mettre beaucoup de temps, c'est beaucoup de CO2 qui est émis, etc., etc. Donc la collecte, c'est vraiment à faire avec beaucoup de précautions. Ce schéma, en fait, il n'est pas très bien fait, mais quand je le refais de manière un peu mieux, il est encore moins lisible. L'idée, ce que je vous ai mis autour ici, c'est toutes les questions qu'il faut se poser lorsque je fais de la collecte.
D'abord, c'est quelle est la nature de mon déchet. Okay, parce que je ne stocke pas un gaz comme je stocke un liquide, comme je stocke un solide. Et si c'est un solide ou un liquide qui est corrosif, je ne vais pas le mettre dans un bac en métal. Okay. Donc cette notion de nature du déchet, c'est le point essentiel. Et cette notion de nature du déchet, on a commencé à en parler. C'est ce qui fait qu'il est recyclable, c'est ce qui fait qu'il est compostable, c'est ce qui fait que j'ai une valorisation qui peut venir. Cette nature du déchet, donc, j'ai commencé à définir qu'elle va venir impacter le traitement. Mais elle va impacter également donc, le matériel que je vais utiliser pour faire la collecte. Ce matériel que je vais utiliser pour faire la collecte, il doit être en adéquation avec le traitement. Moi, j'ai souvenir, là encore, je vous ai dit que j'avais fait des expertises pour un territoire, de voir en centre de compostage des déchets verts arriver dans des sacs plastiques. Ah, c'est super, j'invente le sac plastique pour récupérer mes déchets verts. Okay. Donc non, le matériel utilisé doit être en adéquation avec la nature du déchet, doit être en adéquation avec le traitement que je vais faire. Ce matériel également, il doit être adapté en fonction de la fréquence. Niortais, vous avez dû aller régulièrement à l'île d'Oléron. Ça fait 40 ans que l'île d'Oléron, excusez-moi, il n'y a personne de l'île d'Oléron là qui a des responsabilités dans la gestion des déchets. C'est non mais à l'île d'Oléron, ils ne savent toujours pas faire une collecte pendant les vacances. Le samedi, juillet, août, ça déborde de partout à l'île d'Oléron. Ok. Vous allez me dire, le reste de l'année, forcément, ce serait surdimensionné. Mais on n'a pas le matériel adéquat pour faire une collecte comme il faut à l'île d'Oléron. La fréquence, elle dépend également de la nature de mon déchet. Si j'ai un déchet qui est biodégradable ou qui va évoluer très rapidement dans le temps, vous prenez par exemple les déchets des activités de soins à risque infectieux, en fait j'ai un délai de collecte et puis je dois les refroidir, etc. Donc cette fréquence dépend de la nature de mon déchet, dépend de mon matériel. Cette fréquence dépend du traitement aussi. Parce que si mon déchet évolue, il ne peut peut-être plus aller dans le traitement adéquat. Tout ça, ça doit dépendre également du conditionnement des infrastructures. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant à Poitiers, donc forcément petit, local, etc. Et encore, moi, j'avais la chance, j'avais un appart qui était à peu près grand. J'avais des copains, c'était le 12 mètres carrés, et ils avaient 3 bacs. Donc en fait, entre le lit et la plaque de cuisson, ils avaient les 3 bacs sous le lit. Par contre, vous alliez en zone pavillonnaire, donc à 15 km, avec le pavillon avec 4 personnes, vous aviez les mêmes petits bacs. Donc il y en a un dans son appart, il n'avait pas de quoi les mettre, donc ils entassaient sous le lit, et les autres, en 2 jours, les bacs étaient pleins. Okay. Donc c'est cette notion d'infrastructure, est-ce que j'ai la capacité? À Niort, vous avez des rues où c'est accessible qu'à pied. À travers ce conditionnement, cette infrastructure, donc qui va jouer sur la fréquence de collecte, qui va jouer sur le matériel que je vais mettre en œuvre, c'est également le type de collecte que je vais ouvrir. Est-ce que c'est du séparatif, monomatériaux, multimatériaux? Je sais que le verre, je dois faire du monomatériau. Je sais que tout ce qui est mélange plastique, carton, métaux, je sais assez bien les séparer. Métaux, en fait, je fais de l'aimantation. L'aluminium, je fais du courant de Foucault. Plastique avec du soufflage et mes papiers, je sais très bien les séparer. Est-ce que c'est par rapport volontaire, etc., etc. Et ça, cette notion d'apport volontaire, etc., ça joue sur le matériel, mais ça joue en fonction de la nature des déchets, ça doit être en adéquation avec le traitement que je fais ici. Okay. Là encore, pour vous faire sourire, un jour, j'étais en campagne de mesure sur une usine d'incinération, je vois 2 camions qui arrivent, qui versent que des déchets verts broyés. Je regarde le gars, je dis, mais ça vient d'où ça? Mais il me dit, ça vient du centre de compostage. Je dis, mais pourquoi ça vient ici? On a un broyeur, il faut bien qu'on l'utilise. Donc ça allait au centre de compostage, c'était broyé, et après ça revenait à l'usine d'incinération. Okay. Donc c'est vraiment ces questions qu'il faut se poser. Et à travers ces questions-là, c'est qui collecte? Okay. J'externalise. Marseille, des fois, doit se poser la question, est-ce que c'est toujours un service de la collectivité territoriale ou pas? Et qui en bénéficie? Ok. Allez, j'ai perdu la courbe. À travers ça, un point essentiel, et on voit quand on a pris notre production de déchets, on a vu notre fameux sac noir, c'est 15% des déchets. Tout le reste, en fait, c'est ce que j'ai ici. En fait, je peux en tirer de la matière. En tirer de la matière, ça veut dire faire de la collecte séparative. Ça me permet d'économiser des matières premières,
c'est réduire également tout ce qui va être ordures ménagères résiduelles qui va aller en usine d'incinération. Par contre, si je veux faire la collecte séparative, j'ai 3 leitmotifs. Convaincre pour que les gens le fassent. Sinon, ils ne le font pas. Informer, justement, pour convaincre, et donner les moyens. Donner les moyens, c'est le matériel adéquat. Je vous ai dit, hein, en zone pavillonnaire, le petit caisson qui était déjà rempli. Mais donner les moyens, c'est expliquer comment on fait. Je suis très bien placé, j'ai un papa qui a la tête dure, c'est bizarre, pas moi. Et en fait, quand ils ont mis en place le tri sélectif, donc eux, c'est dans un sac, d'accord, où ils font le tri sélectif. Ouais, je paye assez cher, etc., il y en a marre, je fais pas leur tri. Bah, c'est bien, parce que moins tu le feras, plus tu paieras cher. T'as raison, vas-y. C'est vrai que t'as pas d'enfants, t'as pas de petits-enfants, donc écoute, continue, hein, sois béton. Bon, d'accord, je vais le faire. Il regarde un peu, il fait le tri sélectif dans son sac, il pose, refus de tri. Donc, semaine d'après, il refait, il repose, refus de tri. Conclusion, je ne vais pas utiliser ces vrais termes, mais il m'embête, je fais plus le tri sélectif, etc. D'accord? On ne lui a pas donné les moyens, on ne lui a pas expliqué comment faire le tri. Donc c'est vraiment essentiel, c'est convaincre, informer, donner les moyens. Des choses aussi, je vous ai cité hein, le broyeur qui était utilisé, etc. etc. J'ai vu moi également des déchets qui sortaient du compost qui arrivaient en usine d'incinération. Pourquoi ça vient en usine d'incinération? Ben, on ne sait pas quoi en faire. Il n'y a pas de débouché. Il ne faut pas faire de compost s'il n'y a pas de débouché. D'accord? Donc je fais la collecte séparative si j'ai un débouché stable et durable pour les produits que je récupère. Ça paraît évident, mais je vous promets que ça se fait. C'est une étude soigneuse du système de collecte et de traitement. Le bilan financier doit le permettre. Vous prenez l'exemple de la matière plastique. Pourquoi est-ce que le plastique, c'est le matériau que j'ai encore le plus de mal à recycler? C'est parce que je dois être obligé de séparer toutes mes sortes de plastique. Et pour séparer toutes mes sortes de plastique, bah, je dois être formé. En plus, ils peuvent être en mélange. Et ça demande plein d'opérations de tri. C'est manuel, ça coûte cher. Et puis à la fin, bah, ma matière plastique recyclée, elle est beaucoup plus chère que mon plastique issu du pétrole. Bah, je n'ai pas de débouché. Ça soit utilisable par l'industrie, et puis bah, donner la possibilité hein, en termes d'espace, en termes de capacité, etc. Petits exemples de ce qui est collecté en ce moment. Donc les encombrants, les déchets verts, donc c'est environ 2 millions de tonnes. Tout ce qui est collecte séparée, donc on voit que ça augmente, hein, mais c'est environ 5,2 millions de tonnes. Les ordures ménagères résiduelles, donc ça baisse, mais ça reste malheureusement beaucoup trop important, hein, 17 millions de tonnes. Et vraiment le succès français, hein, personne n'y croyait, mais c'est vraiment un énorme succès, c'est les déchetteries qui continuent donc à augmenter. On est à 14 millions de tonnes en termes de déchets. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Une fois qu'on a collecté, il faut qu'on en fasse quelque chose. À ce moment-là, c'est le traitement. J'ai ce qu'on appelle 6 grandes familles de traitement. L'ensemble de mes procédés de traitement, qui sont hyper multiples, rentrent dans ces 6 grandes familles. On a la valorisation énergétique. C'est soit produire un combustible à partir de mon déchet, soit récupérer de l'énergie avec l'incinération. Tout ce qui est valorisation matière première, le recyclage. Tout ce qui est valorisation en agriculture, en agroalimentaire, donc tout ce qui est amendement, nourriture pour les animaux à partir des déchets verts, etc. Tout ce qui est sciences de l'environnement, j'utilise un déchet dans la dépollution. Donc j'utilise mon déchet pour aller traiter des effluents. Tout ce qui est sciences de matériaux, donc typiquement c'est les enrobages routiers, c'est les choses comme ça dans lesquelles je vais incorporer mon déchet. Et puis bah, tout ce qui est élimination, destruction sans valorisation, donc des traitements physico-chimiques ou la mise en centre de stockage. On va zoomer que sur certains procédés. Le premier, c'est le compostage. On a vu, hein, de mémoire, c'est environ 30% de nos déchets qui sont des déchets biodégradables. Ces déchets donc à base organique, je peux en tirer un amendement qui est bon pour les sols, qui s'appelle le compost. Tous, quand on jardine, et là c'est avec le retour de certains beaux jours, on a envie, on va acheter du compost. Alors le compost, il peut être plus ou moins grossier, hein, en fonction si ça va dans une culture intensive, si ça va dans une champignonnière, c'est là où je l'ai pour déboucher, ou si ça va chez le particulier, où là il doit être
très fin. Plus il est fin, plus il met du temps à être produit et plus il est coûteux. Donc l'idée, c'est une décomposition à l'air libre avec une population de micro-organismes qui va dégrader ce déchet pour fabriquer ce résidu organique. Ça s'adresse à fabrication fermentescible des déchets ménagers, tout ce qui est déchets verts, déchets de l'assainissement, modulo la composition des déchets d'assainissement, puisque je vais avoir conservation de ma matière, donc si j'ai dans mes boues des métaux lourds ou des composés toxiques, ben malheureusement mon compost va être toxique. Donc on a fait l'erreur par le passé, on a vendu ça aux agriculteurs, donc on va éviter de le refaire. C'est assez simple, j'isole toute cette partie. Ce sont des sites qui sont assez peu onéreux, j'utilise du matériel agricole. Il faut que le compost ait un débouché, donc il faut bien que je m'assure du débouché. Et de plus en plus, en fait, je fais des centres de compostage qui sont fermés. Pourquoi? Parce que la décomposition en tant que telle, elle va générer des gaz à effet de serre, notamment du méthane. Donc le principe, c'est de pouvoir les capter, les traiter. Ça émet des odeurs et c'est assez désagréable pour ceux qui habitent à côté, donc un site fermé permet de capter ces odeurs. Et puis le principe du compostage, en fait, c'est que plus la température est élevée, plus mon compostage va vite, et plus mon humidité est élevée, plus ça va vite. Sauf que vous savez que pour éteindre un feu, j'utilise de l'eau, donc c'est pas trop compatible. Donc il faut vraiment que je surveille, que j'optimise entre ma concentration en humidité, enfin, entre mon humidité et ma température. Et si je suis sur un site qui est fermé, bah, je contrôle parfaitement, alors que si je suis à l'extérieur, comme étaient les anciens sites de compostage, bah, il pleut, il gèle, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Donc voilà, des coûts de traitement qui sont bien maîtrisés, qui sont peu chers. Un système qui est évolutif, en général, j'ai 5 tonnes de déchets, 10 tonnes de déchets qui arrivent. Ça ne me pose pas de soucis. Ça permet une grande valorisation du type de déchets. Les inconvénients, bah, faut du personnel qualifié, hein, normal. Et puis une surface occupée au sol qui est importante. Mais vous allez voir, ça explose le compostage en France. Deuxième chose, on l'entend pas mal dans les médias, moins en ce moment, mais il y a 6-7 ans notamment, lors de la dernière campagne présidentielle, pas l'actuelle, celle d'avant, j'ai passé à Lille, les bus qui roulent au méthane qui provient... non, je suis toujours sur le compostage, pardon. J'étais passé sur la méthanisation dans ma tête et on était encore au compostage. Donc simplement, ça vous montre les étapes. Donc le pré-traitement, c'est simplement un contrôle visuel en général. Le stockage, le broyage, le mélange, une phase de fermentation, je retourne régulièrement, une phase de maturation, criblage, et puis le compost. Donc j'y vais sur la méthanisation. Donc les bus à Lille qui roulaient avec le biogaz issu de la méthanisation. Le principe, en fait, c'est une décomposition par une population de micro-organismes, mais du coup anaérobie, donc en absence d'air. Donc ça se passe dans une cuve fermée qu'on appelle un digesteur. J'incorpore à peu près les mêmes typologies de déchets, ça me permet de récupérer le gaz issu de cette décomposition. Ce gaz, en fait, il est assez proche du gaz naturel. Donc soit je le brûle, je produis de la vapeur ou de l'électricité avec une turbine, soit je le traite et je le rentre dans un réseau de chauffage. Et puis un résidu solide qui est un digestat qui, lui, peut aller en compostage ou peut aller en épandage dans les champs. La méthanisation, ça se développe beaucoup moins. Pourquoi est-ce que ça se développe beaucoup moins? C'est qu'en fait, mon digesteur, lui, il a une taille. Et ce digesteur, il est très dépendant de cette taille. Je m'explique, c'est qu'il va être dimensionné, par exemple, pour recevoir 1 tonne-heure de déchets. Il faut qu'il reçoive 1 tonne-heure de déchets. S'il ne reçoit que 600 kg de déchets, bah, il n'y a pas assez à manger pour la population de micro-organismes. Elle va mourir. Avec du digesteur, je remets du déchet, je remets une population de micro-organismes qui coûte cher, je relance mon digesteur. Et inversement, si j'ai 1 tonne 2, ben je vais étouffer là encore ma population de micro-organismes. Donc très souvent, en fait, je regarde et je prends mon flux minimal, parce que si vous prenez une ville comme Niort, ben, je tiens compte de la population, du flux de déchets, mais j'interdis aux gens de partir en week-end, j'interdis aux gens de partir en vacances, etc. Parce qu'il faut que j'ai un flux de déchets qui soit constant, qui arrive. D'accord? Donc voilà, ça se fait un petit peu. Là où on parle beaucoup de méthanisation en ce moment, c'est sur certains corps de ferme, où justement on se sert des résidus de récolte et des résidus liés aux élevages pour aller vers de la méthanisation. Et là, ça marche bien parce que bah, mes vaches ne partent pas en vacances. J'en ai 30, j'en ai 30. Le recyclage, est-ce que je vois l'heure qui passe? Ah si, tiens, là, vous savez, très souvent, ça c'est pareil, on a pu faire le test devant le supermarché, ce qu'on appelle le fameux point vert. Très souvent, les gens ils disent c'est parce que c'est recyclé ou c'est parce que c'est recyclable.
En fait, c'est simplement que le partenaire industriel, il adhère à un éco-organisme. Par contre, ce qui veut dire que c'est recyclable, c'est ce qu'on appelle maintenant le ruban de Motus. C'est ce symbole-là. D'accord? Et c'est souvent ce que vous avez, soit un petit sac en forme de sac noir qui dit ça va à la poubelle ordinaire, ou soit ça qui dit ça va au tri sélectif. Vous avez la petite poubelle qui est au tri sélectif. Le recyclage, en fait, à mes étudiants, je ne le présente même pas parce que c'est tout le temps les mêmes étapes. C'est très simple de mise en place. Donc on retrouve les circuits vertueux, donc l'extraction des ressources naturelles, la production des matières premières, la transformation, la production du bien, la distribution, la consommation, le tri sélectif, le tri avec la séparation et l'usine de recyclage. Le recyclage, ensuite, c'est tout le temps le même process. Donc je vous ai mis ici, c'est pour le papier, je vous ai mis ici pour le verre. Donc j'ai mon déchet qui arrive. En général, je fais un broyage, je fais du lavage pour enlever tout ce qui est impureté. Ensuite, ça rentre dans un four où c'est refondu. Donc four de papeterie. Papeterie, c'est pas un four, c'est le pulpeur. Et puis l'épurateur. Dans le verre, ça rentre dans le four verrier. Et puis ensuite, je viens remouler. La métallurgie, c'est exactement pareil. Je broie, je lave, ça rentre en four de sidérurgie, je recoupe du métal avec. Les traitements thermiques, en fait, on a 3 types de traitements thermiques. On a celui qui ne marche pas, celui qui fonctionne, celui qui coûte trop cher. La pyrolyse, je vais vous le présenter rien que pour me faire plaisir, parce que ça lui donnera... en plus, si c'est filmé et tout, il va me reconnaître, ça lui donnera l'occasion d'essayer de porter plainte. L'incinération, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. La vitrification, c'est par torche à plasma. Ça marche très bien sur l'amiante. Par contre, on monte à 3000 degrés, ça consomme énormément d'énergie. Donc passer des déchets type ménager à la torche à plasma, c'est un bazooka pour tuer une mouche. Ça marche. C'est pas très efficient. Allez, la pyrolyse pour me faire plaisir. Le principe sur le papier il est super bien. Dans la réalité, ça fonctionne. C'est quoi son principe? Je prends un déchet, je le broie ou pas, je le rentre dans un sécheur pour enlever l'humidité, et je rentre dans un four. Alors ici, ça s'appelle thermolyse, c'est un procédé qui s'appelle thermodine. Je l'utilise parce qu'on s'est fâché de manière régulière avec le directeur de ça. Je ne sais même pas s'il existe encore d'ailleurs. Donc je rentre dans un four dans lequel je viens dégrader à relativement faible température et avec une faible concentration d'oxygène. L'idée en fait, c'est d'éviter la flamme en tant que telle. Pour en ressortir un charbon, ce charbon, tout comme je peux avoir du charbon de bois, etc., c'est un combustible que je vais chercher à revendre. Et puis comme je dégrade à assez faible concentration, en fait, je ne vais pas émettre les fameux gaz polluants qui vont m'embêter dans l'incinération, les oxydes d'azote, les oxydes de soufre, l'acide chlorhydrique, etc., etc. Donc toujours est-il que j'ai quand même des gaz qui sont émis, je les passe dans une chambre de combustion pour les oxyder, ça me produit de la chaleur qui vient justement dans mon four de thermolyse et qui vient dans mon sécheur. Je peux faire une valorisation énergétique derrière pour en sortir de la chaleur, ou avec une turbine, je produis de l'électricité, et voilà. Donc ensuite, là, j'ai vraiment le truc très détaillé, je peux ressortir mes métaux non ferreux, et je ressors un charbon. Ce charbon, en fait, je vais le chercher à revendre. Je vous ai dit, ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? C'est tout simple, en fait. Parce qu'en fait, quand je prends un déchet, mon déchet, par nature, souvent, c'est carbone, hydrogène, oxygène. Ça me va bien. Mais dans le déchet, en fonction de ce que j'ai, je vais avoir de l'azote, je vais avoir du soufre, je vais avoir du chlore, je vais avoir des métaux lourds, etc. Et là, moi j'ai un truc tout simple, ça s'appelle Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ça veut dire que cette matière-là, elle va être quelque part. Et je vous ai dit, ça ne part pas dans les effluents, ça veut dire que c'est où? C'est ici. Okay. Et donc le charbon, qui devrait être le combustible que je revends, parce que c'est ma matière première que je viens faire, c'est ce qui fait ma rentabilité économique. En fait, c'est un déchet dangereux. Parce que ça, quand je le brûle, là, je vais mettre mes NOx, là, je vais mettre mes métaux lourds, là, je vais mettre mes SOx, etc. etc. Je ne vous parle pas de tous les problèmes techniques. On n'a pas le temps avec les phénomènes de bubbling, etc., qui sont à l'intérieur. Ça, typiquement, vous connaissez la puissance de groupes comme Veolia. Ils ont travaillé pendant 10 ans, ils ont arrêté. Vous connaissez tous Schneider, la puissance de recherche de Schneider. Schneider, ils ont travaillé pendant 10 ans, ils ont arrêté. Okay. C'est très bien d'un point de vue théorique, dans la réalité, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Alors vous avez des évolutions de ça. Vous avez ceux qui mettent de la chaux, vous savez, utiliser ça
dans des guerres pas très propres, on utilisait la chaux pour faire disparaître les corps, etc. Ça accélère la décomposition thermique. Mais ça ne change pas. Hein. Ici, je retrouve tout le temps mes caractéristiques dangereuses. Okay. Vous avez des gens qui font ça, et après ils vont isoler l'hydrogène. J'habite la crèche. À la crèche, ils ont essayé de vendre ça. Un dispositif pour à base de chaux et de thermolyse pour produire de l'hydrogène, la voiture propre de demain, etc. Si vous prenez dans les déchets, vous avez environ 16% d'hydrogène. 16% d'hydrogène, donc H, la molécule d'hydrogène que je vais consommer, c'est H2, ça veut dire 8%. C'est-à-dire que si j'ai un rendement de 100% sur mes déchets, je produis 8% d'hydrogène. Je fais un coefficient de 0,9, parce qu'un rendement de 100% ça n'existe pas, ça me fait déjà 7% d'hydrogène. Est-ce qu'économiquement c'est viable, à travers une preuve de déchets, d'avoir un rendement qui me permet simplement 7% de preuve? Ok? Donc des fois c'est juste la logique qui montre que ça ne marche pas, au-delà des problèmes techniques. Donc en fait, j'ai été provocateur, je vous avais dit ce qui ne fonctionne pas, ce qui coûte trop cher, et puis ce qui fonctionne, il ne nous reste que l'incinération. L'incinération, c'est quoi? L'incinération, c'est la combustion, la phase carbonée et hydrogénée de ce qui est dans mes déchets. C'est quoi la problématique de l'incinération? C'est que je ressors des résidus solides, ce qu'on appelle les cendres et les mâches. Ces résidus solides, il va falloir que je les traite. Je peux avoir des résidus liquides en fonction du refroidissement de mes mâches fer et de la manière dont je traite mes fumées. Et puis, je vais surtout avoir des effluents gazeux. L'incinération en tant que telle, je vous ai dit, j'ai du carbone, j'ai de l'hydrogène, mais j'ai de l'azote, j'ai du chlore, j'ai du soufre. L'azote, il va former des oxydes d'azote. Le soufre va aller former du dioxyde de soufre. Le chlore va aller former de l'acide chlorhydrique et des fameuses dioxines de furan. Mes métaux lourds vont se dévolatiliser, etc., etc. Et donc ça va partir dans mes fumées. Et donc, il va falloir que j'aille épurer mes fumées. J'ai deux manières de faire. J'ai ce qu'on appelle les techniques primaires. C'est vraiment aller dans la chambre de combustion, optimiser la combustion. On sait très bien faire. Donc ça permet de diminuer la production de mes espèces polluantes, mais ce n'est pas suffisant. Et donc après, je vais mettre en place ce qu'on appelle les techniques secondaires. Je vais essayer de filtrer par exemple toutes mes particules, toutes mes cendres volantes. Sur mes particules vont se stocker mes fameuses dioxines furane, mes métaux lourds, mes HAP. Donc ça, je vais le récupérer, c'est un déchet dangereux. Donc souvent, ça va être stabilisé, ça va aller en centre de stockage. Et puis, je vais venir piéger mes NOx, mes SOx, etc. pour faire en sorte de respecter des normes d'émission très strictes, en continu, qui sont mesurées. D'accord ? Donc j'ai une mesure de gaz en continu, j'ai des normes à ne pas dépasser, je dois toujours rester en dessus. Des contraintes, le pouvoir calorifique qui fait que je peux avoir une combustion qui est maintenue ou qui n'est pas maintenue. C'est dans votre cheminée, si vous mettez du bois sec, vous continuez à produire de la chaleur, si vous mettez du bois humide, vous pouvez conduire à l'extinction, c'est la même chose. Et puis il faut un tonnage minimal pour que l'installation soit économiquement viable, et c'est également ce qui est souvent critiqué. On dit ouais, mais si dimensionné, c'est 2 fours de 4 tonneurs, donc il faudra toujours amener 8 tonnes de déchets toutes les heures à la usine d'incinération. Ok ? C'est vrai. On ne va pas dire l'inverse, c'est vrai que même s'il y a une variabilité, les fours maintenant font que je pourrais baisser à 3 tonnes, mais ils restent dimensionnés à 4 tonnes. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde les pays dans lesquels on fait le plus d'incinération, c'est les pays sur lesquels on a une politique incitative de réduction des déchets qui a le mieux marché, et c'est les pays dans lesquels je recycle le plus. Typiquement, je prends les pays du nord de l'Europe. Okay. Donc, le débat qui consistait à dire il faut interdire l'incinération telle qu'on l'avait dans les années 2005-2006, notamment suite au scandale des dioxydes, il n'est pas d'actualité. Et quand je vous ai dit que l'État lui-même a délibéré pour que les ordures ménagères aillent en incinération, mais bien sûr diminuer la quantité d'ordures ménagères, l'incinération elle reste assez incontournable. Et puis il ne faut pas oublier que l'incinération elle produit de l'électricité, elle produit de la chaleur, et ça c'est en substitution des énergies fossiles, etc. Donc c'est quand même des impacts qui sont positifs. Et puis l'incinération, comme j'atteins des températures souvent qui sont de l'ordre de 850 à 900 degrés Celsius, elle détruit mes germes pathogènes. C'est pour ça que tout ce qui est déchets d'activité de soins à risque infectieux, je les envoie en incinération. Et puis elle me détruit des déchets dangereux. Typiquement, quand on a eu les fameuses farines animales Creutzfeldt-Jakob, je les incinérais pour aller détruire justement Creutzfeldt-Jakob. Ok. Le stockage, c'est vraiment ce qui arrive en fin de vie. D'accord ? Quand j'ai pas pu faire autre chose, quand j'ai mon déchet ultime, ça va en centre de stockage. J'ai 3 types de centres de stockage en fonction de la typologie de déchets qui arrivent.
J'ai le classe 3, c'est les déchets inertes. D'accord? Donc en général, c'est un trou, c'est une carrière, et voilà. Classe 2, c'est pour tout ce qui est déchets ménagers assimilés ultimes. Ce sont des sites qu'on appelle semi-imperméables. La perméabilité doit être inférieure à 10-9 mètres par seconde sur 3 mètres, ou 10-9 sur 1 mètre et 10-6 sur 5 mètres. C'est quoi la perméabilité? Vous prenez une goutte d'eau, vous la lâchez, vous mesurez à quelle vitesse ça perd quoi. Ok? Et en fait, j'ai enlevé le calque pour montrer comment est-ce qu'on fait un centre de stockage. En fait, c'est parfaitement isolé par rapport au sol. Ok? Donc il n'y a pas de pollution sol, sous-sol, en tout cas les centres de stockage qu'on fait depuis une vingtaine d'années. Le classe 1, c'est pour les déchets dangereux ultimes, donc là c'est des sites qui doivent être très imperméables. Quelques contraintes, c'est qu'en fait il pleut, plus le déchet, l'humidité, donc j'ai du jus qui va percoler, c'est ce qu'on appelle le lixivia. Donc ça je le capte, je l'emmène en station d'épuration. Je vais toujours avoir des déchets putrescibles, biodégradables, donc je vais avoir des poches de biogaz, ça je viens le capter. Avant, je le brûlais en torchère, maintenant, je vais le valoriser d'un point de vue énergétique. J'ai des normes de rejet, justement, sur les lixivia. J'ai des programmes de surveillance sur la qualité des sols, sous-sols, des eaux souterraines. Donc, durant la vie du centre de stockage et durant 10 ans après la fermeture de mon centre de stockage. Donc, l'impact environnemental du centre de stockage, en général, c'est très faible, voire c'est nul. Par contre, l'impact, il est que j'ai un site qui est mobilisé dans lequel j'ai beaucoup de déchets qui sont là. Et ils vont mettre des dizaines et des dizaines d'années à vraiment disparaître. Donc en fait, si je prends une île et que j'ouvre un centre de stockage, à la fin, toute mon île est un centre de stockage. D'où vraiment l'enjeu de réduire ce stockage. Allez, on arrive vers la fin. Juste un petit bilan sur la destination des déchets ménagers et assimilés. Donc valorisation matière, donc 29%. Incinération et production d'énergie, 31%. Valorisation organique, donc compostage très majoritairement 16%. Donc si je fais la somme de ma valo, c'est 76%, c'est pas mal. Et stockage, donc 8,5%. A noter qu'en France, on n'a plus aucun site d'incinération sans valorisation énergétique. Ils sont tous fermés. Les tendances justement sur les sites. Donc, vous avez vu, un site de compostage, ça explose durant les dernières années. Les centres de tri, ça a énormément augmenté, c'est stable dans les dernières années. Centre de stockage, ça a baissé et j'atteins une asymptote. Et puis tout ce qui est centre d'incinération avec valorisation énergétique, c'est pareil. Ça a bien baissé, mais ça a atteint une asymptote. Petit bilan sur tout ce qui est recyclage. Donc vous avez l'évolution des années avec papier, carton, plastique, bois, métaux, verre, tout matériau et tout matériau valorisation. Donc on retrouve mon fameux 76%. Papier carton, donc c'est 94% de valo. Plastique, seulement 26% du fait des contraintes de tri dont je vous parlais. Le bois, 29%. Pourquoi? Alors que c'est facile, simplement parce qu'il n'est pas collecté. Les gens le brûlent dans la cheminée, font autre chose, la palette, il la découpe, etc. Les métaux, 80%, le verre, 76%, on pourrait faire beaucoup plus. Puis tout matériau, donc 66%. Les perspectives, je vous ai parlé, la notion de responsabilité des industriels, donc cette notion de responsabilité élargie du producteur, la notion d'économie circulaire, l'éco-conception, l'application du principe de pollueur-payeur avec l'ajustement du barème, l'augmentation des soutiens aux collectivités locales justement pour le tri sélectif, etc. La REP, je viens d'en parler, et puis vraiment agir pour créer vraiment des marchés avec des filières pour l'ensemble des matériaux qui sont récupérés. Allez, un petit exemple, tout simple, par exemple, de ce que font les industriels. Vous avez des catalogues, vous pouvez télécharger sur Internet. Moi j'ai pris Whiskas, je ne sais pas pourquoi, je voulais pas Coca-Cola, etc. Et typiquement, ça c'est avant, ça c'est après, avec l'éco-conception. On est sur des chiffres en France. Réduction de l'épaisseur du métal du corps de la boîte de 0,14 à 0,13 mm, le fond de boîte de 0,19 à 0,17 mm. La boîte, elle passe de 50 à 47 tonnes. Si on regarde par an le gisement français, c'est 900 tonnes de déchets en an. Le carton, donc réduction du groupage carton recyclé, diminution de la surface de carton par découpe. Du coup, ça passe de 34 à 28 grammes quand c'est regroupé par 3, de 45 à 38 grammes quand c'est regroupé par 4. 600 tonnes de déchets en moins par an. Okay. Vous avez plein d'exemples comme ça.
Allez, celui-là, je vous le passe. Dernière partie sur le coût. On a 4 modes de financement. Bon, typiquement, le dernier, l'avant-dernier, je vais vous le citer, mais moi, je ne le connais pas. On a ce qu'on appelle la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc, elle est fixée par le Code des impôts. C'est un modèle type taxe foncière. C'est une taxe prélevée par la collectivité auprès des ménages pour le financement de la collecte et du traitement des ordures ménagères. Et elle est calculée en fonction justement de votre ménage, sous le modèle un peu taxe foncière, donc sur la surface bâtie, sur le nombre d'habitants, etc., etc. Mais elle ne tient pas compte en fait du service rendu en tant que tel. Vous avez la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères. Elle, donc, c'est dans le Code général des collectivités territoriales. Et elle tient compte du service rendu. Donc, c'est la logique du paiement pour service rendu. Elle est calculée en fonction d'un certain nombre de critères. Donc, elle peut être modulée en fonction d'un certain nombre de critères. Le nombre de personnes par foyer. Donc, ce qui n'est pas vrai. Hein. Et typiquement, on sait qu'un foyer de 4 personnes génère moins de déchets que 4 foyers de 1 personne. En termes d'emballage individuel, etc. Mais bon, on sait que plus on est nombreux, plus on va générer de déchets quand même. La taille du bac, le type de producteur, et je dois avoir un équilibre entre les recettes et la redevance. Troisième mode, c'est aucune taxe, et c'est la collectivité qui finance directement, donc ça veut dire que ça va être impacté sur d'autres taxes, ou la redevance ou la tarification incitative, dont on va reparler tout à l'heure, donc qui est calculée en fonction de la production de déchets, soit en termes de quantité, donc de masse, soit en termes de volume. Et l'idée de cette partie incitative, c'est inciter l'habitant à réduire sa production de déchets pour payer moins cher. Cette notion de redevance ou taxe incitative, en fait, c'est quelque chose qui a été testé dans certains pays en amont. Et puis, on a une position assez franche de la France en 2009 avec la loi Grenelle 1, où en fait on dit que les EPCI doivent intégrer dans un délai de 5 ans une part variable donc dans le cadre de leur redevance ou dans le cadre de leur taxe pour prendre en compte la nature, le poids ou le volume ou le nombre d'enlèvements de déchets. 2010, loi Grenelle 2, on revient un petit peu en arrière parce que ça a quand même pas mal secoué. Et donc on dit possibilité pour les EPCI qui le souhaitent d'expérimenter pendant 5 ans justement une part incitative. Okay. On pourra prendre un petit peu de temps pour expliquer quels sont les problèmes qui sont derrière. La redevance incitative. Donc c'est une logique économique, c'est facturé à l'usager par la collectivité lorsque c'est instauré. Une part fixe, parce que de toute façon le camion circule toujours, hein. Il va toujours venir dans votre rue parce qu'il ne sait pas si votre bac vous l'avez mis ou vous ne l'avez pas mis. Donc vous avez une part fixe liée à ça, et une part liée à l'enlèvement, tenant compte de la quantité. La quantité, c'est soit le volume, donc par exemple vous avez une poubelle qui fait 200 litres, vous la présentez, on considère qu'il y a 200 litres de déchets, soit la masse. Si c'est la masse, il faut que le camion il soit équipé d'un système de pesée. Il faut que votre bac il soit fermé à clé, parce que le voisin il va venir mettre ses déchets dedans, donc en général ça finit à coup de fusil, normal. Il faut que vous ayez une puce dessus qui permet de le numéroter. Il faut que vous ayez derrière un système de facturation, il faut que vous ayez un système de suivi de facturation, de relance, etc. Ok. Je ne vais pas plus loin, on discutera un petit peu après. Donc taxe incitative, donc en fait c'est un impôt additionnel au foncier, donc c'est sur la ville de taxe foncière. Là encore, j'ai une part fixe calculée en fonction de la valeur locative du local, une part variable liée à la quantité de déchets produits par l'occupant du local. D'accord ? Donc en fait, je garde exactement la même chose avec une part variable qui tient compte du fait que c'est soit le volume, soit la boîte de déchets. Donc la facturation avec une part fixe qui en général dépend de la taille du bac, du nombre de personnes dans le foyer. Et puis cette part fixe, c'est simplement le coût de calcul de la circulation du camion qui dans tous les cas va se présenter. Une part variable qui dépend du nombre de levées, soit en fonction du nombre de sacs. Donc typiquement, vous avez certaines collectivités, vous allez chercher le sac, vous prenez 10 sacs, on sait que c'est tant, donc vous allez payer au sac. Soit au nombre de levées quand le camion vient, soit au poids, ou alors c'est des notions de forfait au nombre de levées. Pareil, j'ai un forfait de 10 levées, etc.
Petit retour d'expérience sur cette tarification incitative. C'était mon dernier calque avant d'ouvrir les discussions. En fait, ce qu'on constate, c'est que si on zoome sur la collectivité qui l'a mis en place, c'est super. Ça a très bien fonctionné, on a moins collecté de déchets. Si on prend la collectivité, qu'on zoome un petit peu avec les collectivités qui étaient à côté, elles, en général, elles sont beaucoup moins contentes. Parce qu'en fait, c'est elles qui ont récupéré les déchets. Les entreprises, en général, sont encore un peu moins contentes, parce que le salarié il est venu avec son type de déchets dans le sac. Et l'agriculteur et le forestier, lui, il est encore moins content, parce que les dépôts sauvages, il y en a de plus en plus. Donc, très honnêtement, les retours qu'on a, y compris dans des pays où la propreté est de mise, le respect de la règle, etc. Je prends l'exemple de la Suisse. Quand on regarde au-delà du simple canton qui a mis en place, on voit que c'est assez délicat. Donc pour moi, ok, on peut y aller, ça marchera, ça invitera vraiment les personnes à faire un effort, mais si c'est national, et si vraiment on a une uniformité à l'échelle nationale, et si vraiment après, à l'échelle des collectivités et des entreprises, c'est bien cerné, etc. etc. D'accord. Qu'on évite, nous, pôle universitaire, de récupérer tous les déchets de ceux qui habitent autour du site. Et voilà. Donc on voit que dans la mise en pratique, c'est pas si simple. Et puis vraiment, y compris en Suisse, on a vu la recrudescence des dépôts sauvages. Donc c'est assez délicat à mettre en œuvre. Typiquement, on voit que cette partie incitative, c'est pas trop ce qui est en train de se confirmer, en tout cas à l'échelle nationale en ce moment. C'est plutôt cette notion de REP et d'économie circulaire. Yes. Pour un retour d'expérience du livre aux déchets, au livre d'Oléron, ouais. Ça fait augmenter les décharges sauvages. Ouais. Et c'est en place depuis simplement le début de l'année. Hein. On n'est pas encore dans la période touristique. Non, c'est dramatique. C'est dramatique. Et sans compter que ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, c'est le système de levée, donc c'est l'identification de la poubelle, c'est la fermeture à clé de la poubelle, c'est les problèmes entre voisins, c'est les fâcheries entre voisins, c'est le système de facturation qui est derrière, le système de relance, etc. C'est-à-dire que derrière, pour les collectivités territoriales qui sont déjà en difficulté économique, c'est 4-5 postes qu'il faut créer. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas un peu sur le même risque? Donc, à Niort, par exemple, on met en place un système de carte pour aller à la déchetterie. Alors, la carte pour aller à la déchetterie, très souvent... Vous disiez tout à l'heure que c'était une réussite, une vraie réussite française. Ouais. Est-ce que si on le limite, on ne risque pas d'avoir des dépôts aussi? Non, en fait, souvent la carte déchetterie, telle que je connais, c'est avant tout pour limiter la personne qui va pas à la déchetterie pour déposer ses déchets, mais pour faire son marché. C'est-à-dire que les décharges telles qu'on les a connues avant, très souvent, et les déchetteries au début, on appelait ça les grands magasins. Alors moi je me souviens avec mon père, on est arrivé avec une remorque, on repartait avec une remorque chargée, parce qu'on a récupéré le vélo, le fauteuil qu'on allait remettre dans la cave, etc., etc. Et on a tout un tas de gens qui venaient, qui se servaient dans les déchetteries. Donc en fait, le but de la carte, c'est limiter ces gens qui venaient tous les jours. Si on fait un bilan de mon besoin de déchetterie, du nombre de rotations qu'on me donne, normalement ça suffit. Deuxième chose, c'est qu'on a pas mal d'artisans, y compris des industriels, qui en fait venaient dans les déchetteries. Donc ça permet des filtres. Ensuite, normalement, par exemple, j'ai 100 rotations dans mon année, je joue vraiment le jeu, j'en ai besoin de 30 en plus. En général, quand je m'adresse à la collectivité, que je suis un particulier, on va me remettre les 30 rotations gratuitement en plus. Mais c'est pas fait pour ça, parce qu'au contraire, les déchetteries, c'est un succès, on veut inviter les gens à venir. C'est plutôt pour éviter le grand magasin. Moi, typiquement, je connais 2 personnes dans ma commune, dont un, c'est mon voisin, c'est tous les jours. Mais tous les jours, il y va. Il y a des gens, enfin moi je ne suis pas à Niort, mais où j'habite, il y a quelqu'un qui gère la déchetterie et qui empêche ça. Le problème de se servir, c'est fini, ça, on ne peut plus se reprendre. C'est fini, mais on a vu que parfois, enfin moi je connaissais, il y avait le petit bac chiche, il y avait qui faisait qu'on rentrait. Il y a ça et pour les artisans. C'est surtout pour ça qu'on a mis les cartes. Il y a un dernier point qui est important, c'est que toutes les collectivités autour de Niort, je prends le cas de Niortais, sont en accès déchetterie et on gère 25% de tonnage qui viennent d'ailleurs de la Cannes. Donc ça veut dire que les Niortais, les gens de la Cannes payent 25% du tonnage qui arrive de nos déchetteries. Donc c'est d'abord pour ça aussi. Aussi bien sûr.
Parce qu'on a les plaques d'immatriculation, on les voit arriver, les voitures. Non, ça marche bien encore. C'est régulier, les gens en France, on les connaît aussi. C'est un sujet qui fait beaucoup parler, je pense, puisque dans les déchetteries, alors je ne sais pas si c'est toutes les déchetteries, mais au moins celles qui vont en partie à Lyon, le système est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens qui ont reçu leur carte peuvent l'utiliser, mais ceux qui ne l'ont pas reçu peuvent malgré tout entrer. Je crois que le débat, d'après ce que j'ai compris, et puis pour les parties prenantes, parce que je l'utilise aussi, il porte essentiellement sur le nombre de passages annuels. Alors peut-être, je crois que on est rendu à 24, c'est ça? Ouais. 24, c'est une jauge moi, qui me paraît bien. Mais c'est vrai que la première, c'était 18, me semble-t-il. Bon, c'est vrai que c'était aussi un peu juste. Moi je connais d'autres, enfin je connais des déchetteries, sur une autre communauté de communes, mais qui est à peu près 100 km d'ici, où la carte, ça permet simplement l'accès quelque part aux gens qui payent la redevance. Après, si on veut y aller une fois toutes les semaines, ça fait 50 passages par an et il n'y a pas de surcoût, il n'y a pas de. Voilà. Le débat, je pense que c'est là-dessus. Après, je crois me souvenir que dans les déchetteries du SNC, dans le secteur de Saint-Mexan, c'est encore plus restrictif que ce qu'il avait fait au Minoset. C'est 8 par an. Oui, c'est ça. 8 par an, c'est super faible. Ouais. 8 par an, c'est un vrai problème, parce qu'à la saison des tontes, etc., c'est un vrai problème. Une question par rapport à la partition aussi. Ouais. Quels sont les éléments qui permettent à une collectivité de dire je vais me diriger plutôt vers la taxe, plutôt vers la redevance, plutôt vers tel système, plutôt vers tel système? Quels sont les indicateurs qui permettent de faire un choix? Je ne saurais pas répondre, Philippe. Pour moi, c'est vraiment des notions un peu de conviction politique. Non, mais pour moi, c'est des notions un peu de conviction politique. Il y a assez souvent, on était sur la taxe pour tenir compte du fait, essayer de lisser un petit peu la partie économique entre ceux qui ont plus de revenus, ceux qui ont moins de revenus, etc. La taxe étant basée sur le foncier permet de dire, à grosses maisons, etc., ils ont plus de revenus, ils peuvent payer un peu plus cher que ceux. Donc c'était une manière de lisser, alors que la redevance, c'est simplement, ça coûte tant, j'ai tant d'habitants et je divise, quoi. Donc en fait, c'était avant tout une notion un peu de conviction politique, tenant compte un peu du degré social ou pas, quand ça s'est mis en place, quoi. Et puis après, très souvent, c'est resté dans le temps, malgré les changements politiques, quoi. Ce que je retiens de cette 1h30 bien passée j'allais dire de cours entre guillemets, mais c'est pas. Ouais. C'est malgré tout qu'il y a un déficit énorme de communication, de persuasion pour les utilisateurs. Parce que quand on entend, quand on voit ça, ce PowerPoint, on est très loin de la réaction primaire qu'on a vis-à-vis de la collecte des déchets, ce que vous disiez tout à l'heure, bah ouais, mais je la paye, donc je sais un peu ce que je veux. Un exemple personnel, moi je suis arrivé à Niort il y a 20 ans, j'arrivais de la région nantaise. Dans la région nantaise, j'avais une poubelle à la maison. J'arrive à Niort, il y avait déjà 4 poubelles. Alors déjà on est un peu épaté de se retrouver avec 4 poubelles, et honnêtement, pendant les premiers temps où on était à Niort, tous nos amis là, de Nantes et tout, qui venaient le week-end, machin, etc., tous nous disaient « Ah, vous avez 4 poubelles ?» Bah oui, il y a le tri, machin, etc. La plupart me disaient bah, qu'ils ne s'amusent pas à mettre ça chez nous parce qu'ils disaient « Ouais, ça fout. » Non, mais c'était ça carrément, quoi. Je dois dire qu'on est toujours à 4 poubelles à Niort, que ça fonctionne bien. Et que dans la métropole de Nantes, par exemple, il y a toujours la poubelle qui est bleue pour le tout venant, et à côté des petits sacs en plastique jaune. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même des régions où ça n'a pas beaucoup évolué. Alors on passe notre temps, nous, quand on va chez des amis à Nantes, mais même 20 ans après, alors, moi je les vois faire, enfin, je dis mais là tu tries pas, tes pots de yaourt, tu les mets pas, oh j'en ai rien à foutre. Enfin bon, Après il y a une vraie différence.
en fonction des... Alors, Nantes n'est pas le bon exemple, mais par rapport aux proximités, aux capacités de stock, de traitement que l'on a autour, etc. Par exemple, faire 4 poubelles dans le Massif central, où on a un habitat qui est très éclaté, c'est hyper chronophage, quoi. Par contre, en ville, c'est vrai qu'on a une capacité de pouvoir le faire. Donc on a quand même une grosse différence entre une zone urbaine, périurbaine et une zone rurale, où là on va fonctionner plutôt par sac, etc. Maintenant, la conscience environnementale a énormément évolué. Même si moi je reste encore surpris de voir des gamins qui sont capables de jeter les déchets par la porte, enfin, par la fenêtre de la voiture, etc. Je suis encore complètement outré par ça qu'au XXIe siècle, on soit encore capable de faire des choses comme ça, quoi. Mais ça, c'est de l'éducation. Ouais, mais on a beaucoup misé sur l'éducation des enfants, sur ce volet environnemental. Très souvent, en fait, on se rend compte que quand on veut faire passer un message, on a fait pareil avec la sécurité routière. Très souvent, on s'est adressé aux enfants et ça percole, ça revient aux parents après. Et sur l'environnement, très souvent, on fait ça aussi. Sur l'alimentaire, on fait ça aussi, etc. Ouais, ça fonctionne très bien. Surpris dans le déroulé, dans ce que j'ai découvert, parce que je ne sais pas grand-chose dans tout ça, vraiment pas grand-chose, c'est l'accélération de la production réglementaire. Ouais. On sait bien qu'on produit beaucoup de règlements, beaucoup de lois, beaucoup de choses, ça, mais alors là, en fait, tout s'est fait quasiment, si tu laisses 75 de côté, ouais. Tout s'est fait sur les 15 dernières années, quoi. Oui. Et alors, je ne sais pas si la réduction des déchets que tu nous faisais voir tout à fait au début, hein, je ne sais pas trop gaffe si c'était sur la même durée, mais on dit souvent que les lois, elles sont en retard sur... elles arrivent après, tu vois. Il y a des choses qui se mettent en place, puis il y a des lois qui entérinent. Et alors là, il y a une accélération législative et réglementaire, et on a l'impression que c'est peut-être le contraire et que ça va... Certes, il y a un sentiment environnemental qui se développe, mais normalement législative, elle est encore plus vite, quoi. Ouais. Alors, je ne pense pas sur le volet environnemental. Sur le volet environnemental, tant qu'il n'y a pas de loi, il ne se passe rien. C'est vécu comme une contrainte, en fait. C'est vécu comme un coût supplémentaire. Sachant que, moi j'explique toujours à mes étudiants, entre une entreprise qui n'a pas de gestion des déchets et une entreprise qui gère des déchets, c'est un gain économique. Je vous prenais l'exemple de PSA, 2000 tonnes de déchets par an, vous mettez ça, moi je fais un petit calcul tout simple, je mets 100 € la tonne. Ceux qui connaissent réellement le coût vont rigoler, hein, mais c'est 2 millions d'euros par an quand même. Donc, et des exemples comme ça, j'en ai plein. Un menuisier, là, pas très loin d'ici, pour pas le citer, frère, donc avec Guy en pleine, Fabrice au début. En fait, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de cette menuiserie. C'est une menuiserie familiale, une menuiserie issue de son papa, et puis une boîte qui a énormément grandi. Lui, il est menuisier à l'origine, hein. C'est pas un manager. Et il y a un moment, il n'arrivait plus à manager sa boîte. Et je lui ai dit, écoute Fabrice, il faut que tu arrives à trouver des fils conducteurs, des projets structurants pour ton entreprise. Et puis, il a pris un étudiant de chez nous sur le volet sécurité, environnement. Il répond à beaucoup d'appels d'offres. Je lui ai dit, ça va te permettre d'intégrer dans tes réponses à des appels d'offres le volet environnement. À l'époque, le département, il est toujours très investi dans les chantiers verts, etc. Département des Deux-Sèvres, si vous prenez Noron, quand ils ont reconstruit l'hôtel du département, ça a été un chantier vert avec ce qu'ils appellent les SOZ et les SOGEN. Je ne sais plus les noms, hein, schéma, organisationnel, gestion, etc. des déchets, où typiquement la plupart des déchets de la démolition ont servi à être reproduits sur place, une gestion interne avec une déchetterie du chantier, etc. etc. Donc je lui ai dit, écoute, ça va te permettre d'intégrer ça, d'avoir une gestion des déchets pour l'ensemble de tes salariés, etc. Donc il a pris un étudiant et on a regardé ensemble. Typiquement, il avait des résidus de bois, il payait. Je lui ai dit, écoute, le bois c'est du combustible. Donc le bois déjà, tu ne vas pas payer pour qu'on te l'enlève, mais tu vas te faire payer. Il avait des résidus de ça. Je lui ai dit, bah ça écoute, ça va être simple. Tu vas m'enlever ta chaudière gaz, tu vas acheter une chaudière bois, et ça on va le rentrer dans ta chaudière bois, et tu vas produire ton électricité, tu vas produire ta chaleur tout seul, etc., etc. Quand on a fait le calcul à la fin de l'année, bah, c'était 60 000 € à l'année il avait économisé grâce à la gestion des déchets, etc. Et ça c'est des exemples flagrants. J'avais un étudiant, c'était à l'époque du DESS, donc ça date, et puis pareil,
J'arrêtais pas d'embêter, réduire à la source. Il vient me voir, il était chez Poquelin, les grands fabricants d'engins de chantier. Et en fait, pour que les tôles résistent aux conditions très difficiles dans lesquelles vont les engins, ils viennent les traiter. Et on peut traiter la tôle avec soit du grenaillage, soit du sablage. Et donc eux, ils avaient une unité par sablage qu'ils avaient acheté il y a 2 ans. Et le problème d'une unité par sablage, c'est que ensuite le sable, ça part en déchet. Comme c'est chargé en petites particules, c'est considéré comme un déchet dangereux. Grenaillage, l'avantage, c'est qu'on passe ça en filtration et la grenaille, elle tourne en circuit fermé. Et donc, lui, il a fait son bilan. Hein. Qu'est-ce que j'ai comme déchet? Comment c'est produit? Déchets de sable, produit par sablage, machin, tant, tonnes par an, ça coûte tant. Et il a dit, unité de grenaillage, ça coûte combien? Pourquoi est-ce qu'on a acheté du sablage? Ah, l'unité de sablage, c'est 2 fois moins cher. Je m'en moque. Unité de grenaillage, ça coûtait donc le double. Je crois que c'était 30 000 € et l'autre 60 000 €. Il a fait son petit calcul, en 1 an, c'était remboursé. Conclusion, ils avaient une chaîne de sablage qu'ils avaient acheté 2 ans avant. Ils l'ont enlevé, ils ont mis du grenaillage. Donc, faire la gestion des déchets, en plus, pour une entreprise, hein, mais c'est pareil pour une collectivité, à partir du moment où je rentre dans un cercle vertueux, c'est du gain économique. Et après, je suis un peu provocateur, mais quand on voit ce qu'on a dans les déchets et quand on voit les crises que l'on peut traverser, hein, on a vachement de ressources dans nos déchets, quoi. On a vachement de ressources. Après, c'est peut-être plus simple dans une entreprise, c'est peut-être plus simple pour une entreprise que pour une collectivité locale qui est amenée à traiter tout un panel de déchets. Pour une entreprise, c'est plus simple parce que je fabrique des pelleteuses et donc ça limite beaucoup le type de déchets. Ouais. Et puis l'avantage, c'est que dans une entreprise, je peux agir directement sur mes salariés. C'est-à-dire que mes usagers de ma gestion de déchets, ce sont mes salariés. Et si je reprends l'exemple de Peugeot, typiquement, à l'époque, ils ont créé la notion de sous-produit. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé la notion de déchets, ils ont parlé de matière valorisable. Ils ont enlevé la notion de poubelle, ils ont parlé, ils ont mis des sacs transparents, ils ont parlé de notions, j'ai perdu le terme, c'est pas des containers, mais voilà. Pour enlever le côté péjoratif. Et dans les fiches de poste, par exemple, le salarié, je vous prenais l'exemple des portes, hein. C'était pas je produis ma porte et j'enlève les obturateurs. C'est je produis ma porte, je l'assemble, plus je récupère la matière valorisable. C'était dans la fiche de poste, etc. Donc ils ont vraiment invité, alors que pour une collectivité, il faudrait être capable de sensibiliser, amener l'ensemble de la population qui est très hétérogène, qui est mobile, etc. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Et puis on a une assez grande diversité de déchets, en effet. Plus compliqué. Cet aspect-là sera intéressant à réévoquer le 15 jours avec la jeune femme qui travaille sur les aspects comportementaux et... Voilà. Ce qui est très important, je reviens un peu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, mais ça par contre c'est pareil en entreprise. Hein. C'est sensibiliser, communiquer, convaincre et donner les moyens de montrer. Ouais. C'est surtout aussi bien savoir comment c'est revalorisé. Parce que quand individuellement on a des fois un peu l'impression que justement c'est pas tout net, quoi, on est certainement moins sensibilisé. Alors en fait, dans les déchetteries par exemple, c'est important aussi d'avoir des personnes qui sont vraiment bien formées, qui nous guident dans comment on met et comment on trie. Mais en fait, vous avez raison. Pendant tout un laps de temps, et si on vient à la partie réglementaire, on retrouve ça un petit peu. C'est le problème de la communication. Le déchet, ça a toujours été un petit peu tabou. On a préféré taire que dire. Quand on parle du scandale dioxine sur les usines d'incinération, en fait, le problème, c'est qu'on a tué. C'est-à-dire qu'on a fait des choses énormes, ça a fait beaucoup de bruit. On a beaucoup dénigré l'incinération, simplement parce qu'on n'a pas expliqué, on n'a pas dit les choses. Et on a un vrai problème de formation, de sensibilisation, de communication et de transparence dans la communication. Et puis il y a des choses qui n'ont pas aidé, il faut être franc. C'est si demain, moi, par exemple, je suis à l'agglo de Nantes, je dois mettre en place le tri sélectif. Je dois enlever mon sac et je dois mettre en place le tri. Avant de vraiment mettre en place mes filières, je vais tester. Et les gens ont su ça après, et du coup certains ont refusé de faire le tri. Mais il y avait des déchets qui étaient triés, mais qui n'allaient pas encore en recyclage. Simplement parce que je n'étais pas capable de dimensionner. Il fallait que je sache
quelle quantité j'allais récupérer pour être capable d'aller dimensionner, par exemple. Et du coup, des fois, on a créé du flou sur ces notions-là. Je reviens sur l'incinération. On est sur le territoire de Niort. Vous savez qu'il y a eu un projet d'usine d'incinération installé à Coulon, etc. Moi, j'ai participé un petit peu au débat. La plupart des jeunes n'étaient pas informés sur ce que c'est que l'incinération. Là, je suis passé très rapidement. Mais très honnêtement, moi, je préfère 100 fois habiter à côté d'une usine d'incinération que d'habiter proche de la rocade de Niort. Mais clair et net. Clair et net. Je le fais faire à mes étudiants. Vous prenez une usine d'incinération, vous me calculez l'impact environnemental et écologique de tout ce qui est produit, et vous me prenez une rocade. Vous calculez ce qui est produit par les voitures qui circulent. La différence est énorme. Les jeunes préfèrent habiter à côté d'une rocade. Voilà, mais parce qu'il y a un moment, on n'a pas été assez transparent, on n'a pas expliqué les choses. C'est un vrai problème. Bien. Moi, il y a une ou deux questions encore. On va peut-être conclure. Remercier Thomas de nous avoir fait une année de cours en 1 heure. Alors, pour être franc, non, j'ai conscience que c'était chargé, que ça allait vite. Vous avez fait la bonne remarque, vous avez dit ce cours. C'est vrai, c'est toujours un peu délicat. En général, alors ça m'est déjà arrivé, j'étais intervenu sur la gestion des déchets dans le cadre de l'université Inter-H, donc Poitiers, Angoulême, etc. J'avais plus de temps, j'avais 3 heures, c'est un peu plus cool. Et puis typiquement, ce que je vous ai fait là, avec mes étudiants, j'ai 8 heures environ. Bon, on va plus loin. Je vous avoue qu'on va plus loin, je leur explique bien les trucs, mais voilà, il a fallu condenser, mais j'espère que ça a été quand même. Je vous ai pas trop embêté. Je me rassure parce que comme tu as donné beaucoup d'exemples et de petites choses, ça fait que c'était pas lassant. Voilà. C'était à haute dose, mais c'était pas lassant. De toute façon, c'est simple, vous serez interrogé dans 15 jours. Le 22, on va voir comment on va aborder. Contrôle des connaissances. Maintenant, vous savez tout. Vous allez le 22 pouvoir poser des questions aux gens qui essayent de travailler sur la réduction des déchets, sur la collecte, sur le traitement et sur nos comportements. Voilà. Merci Thomas. Merci. Avec plaisir. Alors, allons 15 jours, vous l'avez bien compris.